Faut connaître du monde et il faut connaître les bonnes personnes et boire des coups au bar tous les soirs à Malte parce que tu t'entends les bonnes informations là-bas, quoi. Surtout si on va boire un verre avec toi, apparemment. C'est quoi le mot-clé sur lequel tu travailles en ce moment Tu penses que ça fait combien de trafic? Et moi j'étais là, genre je donnais tout. Quand t'es sur cette requête, t'as une cible sur le dos, tu vas te faire hacker H24, faut que t'aies une team sécu. Genre faut que t'aies genre limite un gars ou deux gars de sécu sur ton site H24 pour pouvoir couvrir le fait que tu vas te faire hacker. On vit tous avec nos copines, non? Tu penses qu'il faut qu'on largue nos meufs, Léo, c'est ça? Ah, tu sais, si ma copine elle me lâchait et que je me retrouvais genre dos au mur et que j'allais en coloc avec des gens qui passent leur vie à charbonner, bah je repasserais ma vie à charbonner. J'avoue, ça c'est vrai que... Bon, on se met en coloc, c'est parti. Y a aucun tool qui remplace un bon cerveau, quoi, tu vois. Ah, vraiment le rat au max, hein. Un vrai CEO celui-là. Franchement, Franck, je sais pas comment tu connais autant de détails sur ma vie, ça me fait vraiment plaisir. Je te stalk depuis 10 ans, tu le savais pas. Bah, j'aimerais bien retrouver vraiment la niaque de ouf. Mais je pense que faut faire le deuil, hein, c'est comme ça. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Anthony et Arthur et on a également Léo Poitvin et je viens de faire pour la 3e fois cette intro. Voilà, on la connaît bien. Salut les gars. Salut. Salut Franck. Comme d'habitude, Anto il est mort de rire. Alors, comme il fait d'habitude, comme ça, il peut pas parler. ouais, j'avoue. Arthur il a des travaux derrière lui et tout, l'épisode est compliqué. Mais je vais faire mon CTA, c'est parti. Dans la description, premier lien, vous avez la formation pour la vente de liens, qui est une petite formation dans laquelle on vous montre ce business que vous pouvez découvrir et prendre en main et qui vous permettra de faire potentiellement vos premiers sous sur Internet. Si vous appréciez cet épisode, les étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Et sur YouTube, eh bien, commentaires, likes, abonnements, ça nous aide également énormément. Avant de partir également, pour ceux qui ne connaissent pas, le Wizard Podcast, c'est un épisode hebdomadaire tous les jeudis midi, dans lequel on parle de business web au sens large du terme. Et voilà, on va pouvoir débuter ce podcast avec Léo. Léo, si tu veux, je fais une petite présentation. Et en plus, vu que ça aussi, on l'a déjà fait, je peux encore la peaufiner et faire une petite info en plus. Donc du coup, tu es un SEO depuis de nombreuses années, 8 ans, tu nous disais. Tu as bossé chez Cdiscount. Tu as également bossé à Malte pour une boîte de gambling. Hein, c'est la thématique phare de Malte. Si vous allez là-bas, en général, vous faites du gambling. Tu es ensuite parti en Thaïlande, où tu as bossé pour un concurrent de cette entreprise maltaise. Puis tu es parti chez un monstre de l'affiliation qui s'appelle Phoenix.io, où tu as bossé brièvement sur la thématique des cryptos. Tu as toujours bossé sur des thématiques parmi les plus énervées. Est-ce que tu veux donner un peu plus de détails sur cette présentation ? Franchement, Franck, je sais pas comment tu connais autant de détails sur ma vie, ça me fait vraiment plaisir que Alors, en tu fait, m'introduis avec je te autant. stalk depuis 10 ans, tu le savais pas. T'as été super discret. Non, ouais, voilà, t'as tout bien expliqué. J'ai toujours travaillé avec comme ligne principale, grosso modo, les jeux d'argent, en passant par voilà énormément de géos différentes, en allant à Malte. J'ai toujours un gros souhait de m'expatrier. Je vis actuellement en Thaïlande. J'ai toujours vraiment kiffé l'affiliation. Je suis tombé dedans un peu par hasard, hein, honnêtement, parce qu'en fait, à la base, je voulais juste chercher un travail en SEO, qui était ma passion, à l'étranger. Et je suis tombé dans l'affiliation et en fait, j'en suis jamais sorti depuis. Je viens d'en sortir plus ou moins il y a 6 mois, tu vois, où je suis passé indépendant. Mais sinon, ça a toujours été mon grand motto, en effet, ouais. Ok. Je voudrais commencer avec une question qui est notre titre de notre tout premier podcast il y a fort longtemps. Est-ce que de ton point de vue, pour faire beaucoup, beaucoup d'argent, il faut faire des niches sales ? Bah ouais, ouais, beaucoup, oui. En fait, les niches qui payent le plus et qui rapportent le plus d'argent, c'est les niches les plus sales, grosso modo. Enfin, c'est pas les niches les plus sales, c'est le jeu d'argent. De loin, je pense, hein, même. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu peux faire beaucoup d'argent en tapant d'autres niches ? Ouais, ouais, si, mais les compléments, c'est sale aussi, non ? Je sais pas, c'est quoi pour vous sale ? C'est quoi la limite ? Bah, tant que tu fais pas Amazon, quoi. Ah ouais, ok. Non, mais non, Non, sans aller aussi loin, mais quand complément, tu as le complément alimentaire que tu vas vendre depuis NutriPure, où ils font des vitamines, et après tu as Thank You ou je sais pas quoi, qui te mettent des trucs un peu plus hardcore avec des abonnements, et t'en achètes
des packs de 2 De ans sans carton. faire exprès. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est bon. Enfin, je dis Thank You d'ailleurs. Non, je pense que Il y a plein d'autres marques. Je pense que Thank You, pour le coup, sont assez légites parmi les trucs. Ouais, je pense que ça mais va. je pense qu'eux, ils sont devenus tellement gros. Peut-être qu'ils ont commencé de façon sale. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont clean. Mais par contre, il y en a plein d'autres de trucs de Nutra, tous les trucs de keto et tout. Bon, on connaît la douille. Hein. Non, ouais, je pense que t'as des milieux qui payent beaucoup et qui sont clean, mais aux US, c'est tout. Dans le reste du monde, c'est pas le cas parce qu'en fait, il n'y a pas de gens qui ont beaucoup d'argent à dépenser en publicité pour acquérir des clients sur lesquels ils ont une vision LTV long terme, etc. Autre part qu'aux US, grosso modo, c'est là-bas où il y a le plus de pognon. Donc, si tu veux gagner beaucoup d'argent dans un Ouais, milieu c'est clean, il n'y a que aux US que tu pourras le faire. Sinon, ça sera des petits montants. D'ailleurs, Voilà, tu pas le choix. disais, Ou alors du crade. tu disais jeu d'argent, mais même des très grosses boîtes qui font typiquement de la crypto et des trucs comme ça. C'est pas affiliation Binance qui rapporte le plus, c'est les affiliations qui vont plus loin. Je sais pas si on peut développer ça, mais Ouais, en fait, c'est marrant parce que c'est un modèle que quasiment personne connaît. Les gens, ils en parlent très peu et c'est normal. C'est un modèle qui est super, super compliqué à réaliser avec des barrières à l'entrée qui sont énormes. Mais en gros, c'est en général, ça crée ses propres cryptos, quoi. Tu vois, c'est simplement, ils créent des coins, ils vendent ça en pre-sale. C'est comme ils ont de l'influence médiatique, bah, ils peuvent vendre en pre-sales, quoi. Et du coup, ils vendent over the counter sans qu'il y ait de question de marché ou quoi que ce soit. Ils vendent à un prix, ils créent de l'argent de zéro, quoi. Donc, grosso modo, ouais, les plus grosses boîtes crypto, les meilleures affis crypto, ça va être ça. Mais c'est des affis qui, tu peux même pas le faire en affi. C'est eux, c'est en cercle Ouais. fermé, quoi. Tu vois, c'est un business model en cercle fermé, quoi. ils font du pump and dump. Aussi, ouais. C'est un autre truc qu'ils font Ah, aussi. c'est encore un autre truc. Ah ouais, moi je pensais que c'était Ouais, même ouais, le parce qu'en même. fait, tu peux faire En fait, tu as deux modèles. Tu peux faire une pre-sales où tu dis, par exemple, je crée 10 millions de dollars d'un coin random, tu vois, qui va s'appeler Frank Coin. Et vous pouvez l'acheter à 2 centimes le token. Et vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Et en fait, tu vas faire un panier moyen à 100 balles, 200 balles. Les gens, ils vont venir, ils vont acheter du token Frank Coin à 2 centimes. Voilà, il n'y a pas de marché encore. Il peut Ouais. pas se trade, etc. C'est juste, tu peux acheter le marché et tu dis, ouais, t'inquiète, ça va pump, t'inquiète, ça va pump. Ou alors, tu vas faire encore une autre chose, tu crées 10 millions, tu dis ok, on le met direct en marché, on fait pas de vente over the counter comme ils appellent ça, et directement en fait tu vas pouvoir aller acheter sur le truc, et en fait ils commencent à dire à tout le monde ouais ok, ça va grossir parce qu'on vient de le mettre en vente. Et là ce qui est encore plus ouf avec ce modèle là, c'est que les employés ils sont même dans la chaîne, parce qu'en fait toi tu as l'info une journée avant que ça paraisse public. Ah ouais. Donc en fait nous ce qu'on faisait c'est qu'on achetait, on se disait ok putain on vient d'avoir l'info, vite on achète avant que les autres employés achètent, et tu crées de la concurrence au sein même de la boîte pour pouvoir faire le pump and dump. C'est le modèle il est ouf franchement. Le modèle est très très c'est- sain en tout cas, ça fait plaisir. Ah putain. Donc ouais, plein de modèles possibles sur la crypto comme tu peux voir. Faut être créatif, c'est tout. C'est clairement pas la Finance par contre. Ok, c'était juste pour faire une petite introduction, histoire qu'on sache de quoi ça va parler. Est-ce que les gars, Anto ou Arthur, vous avez une question que vous voulez poser à Léo? Ouais, bah, j'en commençais pour une fois. Est-ce que quand t'as commencé Cdiscount, tu pensais que t'allais faire une grosse carrière du web? Enfin, tu m'as dit déjà que t'étais passionné SEO, je pensais pas à la base. Enfin, je pensais pas. Mm. Je pensais que t'avais un attrait, mais je pensais pas que ça devenait une passion, tu vois. Et ça aurait été... En fait, ouais, pour te refaire le truc, qu'est-ce qui fait que je tombe passionné SEO? En gros, je fais 2 ans d'informatique à la base, je suis 2 ans d'études pour être développeur. Et du coup, techniquement, j'étais au point. J'étais pas un très bon développeur, tu vois. J'étais pas très bon techniquement, mais j'avais genre la fibre marketing en plus que 0% des développeurs avec moi avaient. Et du coup, je pars en licence pro marketing numérique, une connerie comme ça. J'avais des cours de SEO, et tu sais, c'est un concours. Et genre, je sais pas, il y avait tellement de. Tous les autres cours, ils étaient un peu nuls. Et celui-là, il y avait tellement de matière à creuser, tu vois, et à diguer, et d'informations sur internet et de possibilités. Et genre, tu sais, je découvre le spin à ce moment-là et je me dis, ah, vas-y, on va faire des trucs en spin et tout. Et genre, je sais pas, je deviens fou de chaque info que je découvre, et j'ai l'impression d'être un génie du mal, tu vois, au fur et à mesure que je creuse. Et du coup, en fait, ouais, je tombe petit à petit passionné par le SEO. Parce qu'à la base, j'étais en alternance dans une boîte qui faisait de l'analyse de data analytics, qui s'appelle maintenant Piano Analytics, qui est une grosse boîte qui s'est fait racheter, etc., qui était AT Internet, et encore à l'ancienne Xiti, que vous avez peut-être connu. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, j'étais consultant en gros en data analytics là-bas pendant 2 ans en alternance. Et en fait, à la fin de mes 2 ans, j'aurais pu continuer sur la 3e année, mais je voulais tellement faire du SEO que j'ai absolument cherché un taf en SEO. Et donc, en fait, je vais chez Cdiscount pour trouver du taf en SEO, quoi. Ok. Parce que je me rappelle qu'on s'était vu la première fois à Malte, c'était au Tony's Bar. Tu venais Ouais, d'arriver ouais. à Malte. Et c'était assez violent parce que t'avais même trop parlé, je crois, ce jour-là. Mais on voyait que Ouais, je me suis c'était fait chaud. taper sur les doigts violemment. Mais on Ah ouais, voyait ça c'était que- une. Ouais.
Bah, je savais pas en fait. En fait, le truc, c'est que je suis arrivé là-bas à Malte sans connaître le milieu de l'édition. C'est vraiment, tu vois, je l'ai découvert de l'intérieur. Je connaissais pas du tout le milieu de l'édition. J'avais jamais cherché à gagner mon argent moi-même sur Internet. Et j'étais juste arrivé dans une boîte où, en plus, ça fait pas milieu d'éditeur. Hein. T'arrives dans une boîte, il y a 50 personnes, on fait tourner plein de sites, il y a des équipes de rédac. Enfin, tu sais, c'est internalisé. C'est pas genre de la bricole, etc. C'est genre, c'était déjà à grande échelle entre guillemets, et avec des gros budgets, etc. Donc j'avais pas du tout, et je connaissais pas le monde de l'édition. Donc en fait, j'avais pas du tout le mindset éditeur à ce moment-là. Et moi, j'aimais trop juste parler de ma passion qui était le SEO. Et en fait, je rencontre Anthony, je rencontre d'autres personnes. Il y avait Edwin aussi, notamment. J'en ai reparlé l'autre fois quand on en a parlé. Et en fait, les gars m'ont cuisiné petit à petit. Je le savais pas. Ils t'ont et ils le faisaient même siphonné pas vraiment d'informations, consciemment, non? mais ils m'ont posé des questions. Ouais. Ils me posaient des questions, tu sais. Ils me disaient, Et ça marche comment, ouais, ça ouais. C'est quoi le mot-clé sur lequel tu travailles en ce moment Tu penses que ça fait combien de trafic? Et moi, j'étais là, genre, je donnais tout. J'étais amoureux, quoi, tu vois. Je disais, putain, enfin, des gars qui parlent de ma passion. Et est-ce que ça t'a pas frustré, justement, ce côté-là où, ok, t'es passionné de SEO, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, là, et qui ont pas conscience, justement, de ce côté très spécifique à l'édition de site, où tout est un peu un secret de polichinelle, où chacun, on a beau être à la même table, on a beau être potes, bah, en fait, souvent, tu sais même pas sur quoi travaillent tes potes, sur même sur quelle niche, sur quel truc, quels sont leurs sites. Enfin, tout est très secret, et à juste titre, parce que ça peut aller aussi très vite enfin voilà, on peut vite se faire fumer de partout. Est-ce que ça t'a pas frustré, justement, quand t'as découvert, malgré toi, tu vois, que tu pouvais pas être dans le partage, tu pouvais pas être autant dans la communication que ce que tu ne peux l'être aujourd'hui, par exemple, ou on en parlera plus tard, mais En vrai, ouais, non, même pas. Moi, alors, je me souviens avoir dit après coup au gars, tu sais, je suis revenu, j'ai mon chef qui m'a dit, putain, t'as pris un café pendant 2h30 avec eux, mec, c'est quoi enfin, tu vois, vous avez parlé de quoi? Parce que vous avez beaucoup parlé, ou ils t'ont posé des questions, ou... Et moi, j'étais en mode, putain, merde, en fait, je crois que j'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire et tout. Enfin, j'ai pas dit ça parce que j'avais peur de me faire taper sur les doigts parce que c'était mon chef, mais tu vois, je lui ai dit, non, je te jure, j'ai rien dit, et je me sentais trop coupable intérieurement. Et ensuite, j'ai été voir les gars en leur disant, putain, les gars, vous êtes des bâtards, tu vois. Vous êtes des bâtards de m'avoir lessivé, mais respect parce que vous l'avez fait, je ne savais pas, voilà, tu vois. mais voilà, c'était marrant et je me souviens. Mais en plus, c'était un il me bon, semble même que quelques jours après, on avait mangé avec je sais pas si on peut le citer, mais avec ton boss. Parce que je pense qu'il voulait sonder, voir ce qu'on avait su. Ouais, je pense aussi. Et je me souviens après, quelques jours après, il y avait la fin de Sigma et il y avait, je sais plus qui d'assisté Edwin qui avait un peu bu et qui disait, ouais, maintenant qu'on a toutes les infos, on va vous manger, nanana. un peu arrogant, tu vois. Ouais. Et bref, c'est marrant. C'était marrant. Et ça a été pas faux ce qu'il a dit. Alors, aussi fou soit-il, il a pas vraiment tapé les parts de marché là où nous on était. Donc en fait, c'était pas un concurrent super direct, c'est un concurrent. Ce que j'appelle un concurrent indirect, c'est genre un morceau du marché où on aurait peut-être qu'on l'aurait pris, tu vois, s'il avait pas été là. Mais il est pas venu cannibaliser les boîtes ou les sites que je travaillais moi. Donc au final. Et en fait, maintenant, c'est trop marrant parce qu'on en parle super de manière, comment dire, on peut parler du même marché en se donnant pas mal d'infos parce qu'en fait, on sait qu'on n'est pas vraiment sur le même segment de marché et que c'est super difficile et pour moi d'aller sur le sien et pour lui d'aller sur le mien, tu vois. C'est typologie de keyword qui fait qu'on n'arrive pas il n'y a pas d'overlap, quoi. Et donc, en fait, c'est deux typologies de sites différents. Même si on se dit que c'est la même niche et que c'est la même affi à la fin, c'est pas le même type de keyword et pas le même type de site qui rentre dessus. Ouais. Ok. D'ailleurs, je tiens à le dire avant d'aller un peu plus loin dans ce podcast, il est fort possible que dans ce podcast, il y ait des anglicismes. Il est fort possible que le podcast soit un peu technique. Non, mais je le dis maintenant parce que c'est assez rare, mais il y a des gens, et à juste titre, il y a des débutants qui sont frustrés par les anglicismes. Là, pour le coup, très franchement, avec Léo, on va en profiter, on va pouvoir parler sans filtre et sans expliquer à chaque fois ce qu'il en est. Donc, c'est un podcast qui sera sans doute peut-être un peu plus avancé que ce qu'on fait d'habitude. Le mieux, c'est si vous ne vous sentez pas à l'aise sur celui-là, vous pouvez aller en voir un autre qui sera peut-être plus adapté. Mais voilà, comme ça, au moins, les gens sont au courant. Et, Je dirais même plus noter tous les termes que vous comprenez pas ou les questions que vous avez, mettez tout en commentaire et puis on viendra répondre. Hein. Bah, c'est ce que j'allais dire. Et sinon, votre meilleur ami ChatGPT, je suis sûr qu'il connaît les descriptions des mots que vous allez entendre.
Moi, je voulais savoir, Léo, ce qui différencie, selon ton expérience, tu vois, entre le petit éditeur chez lui qui va attaquer une thématique, qui fait son site, qui fait son truc, versus la grosse boîte. Tu l'as dit, tu as bossé dans des grosses boîtes d'édition pour le coup, en pure affiliation. En termes de ressources, etc., en termes enfin, qu'est-ce que ça change concrètement, tu vois, d'avoir une puissance de frappe comme ça? C'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose souvent et c'est toujours assez difficile d'identifier pour moi parce qu'à première chose, c'est genre j'ai eu peu d'interactions avec des gens qui faisaient de l'édition à petit niveau. Du coup, mais avec le temps, je crois que c'est vraiment justement le temps qui change tout. C'est le temps que tu peux allouer à chacune des choses que tu fais et l'énergie que tu peux mettre dedans. Quelqu'un qui fait un side project et qui travaille 1 heure par jour sur son site, bah, il a 1 heure par jour à travailler dessus. Et en fait, il a plein de mots-clés à les positionner, il a plein de possibilités. Il faut qu'il fasse du contenu, il faut qu'il fasse du lien, il faut qu'il fasse tout ça, etc. Donc, tu as plein de choses dans la tête, tu as plein de choses et c'est le temps qui te manque. Et là, à l'inverse, en fait, on va te mettre argent limité, tu vois. Donc, en gros, on va dire, bah, tu as besoin de dépenser combien, quoi, 5 000, 10 000, 50 000, 100 000, 200 000, il n'y a pas de problème, tu vois. Et il y a deux choses qui vont venir faire la différence pour toi quand tu es dans une grosse boîte comme ça. C'est ta capacité à prioriser les bonnes choses, en fait. C'est vraiment juste le fait de mettre les bonnes choses. Et ce qui fait la différence entre toi et un petit éditeur, c'est le temps que tu peux allouer à tester des choses et à mettre en pratique. Assez simplement, grosso modo, hein, moi, l'exemple que je donne tout le temps, parce que pour moi, c'est le meilleur exemple, c'est quand tu vas essayer de taper un keyword, donc tu vas mettre, tu vas dire, ok, les gars, ils ont 5000 mots, je mets mes 5000 mots, hop là, optimiser Your Text Guru 110%, pas de problème, on est là. Ils ont 100 liens, ok, je mets mes 100 liens, pas de problème. Je vois mes métriques, mon TF, il est le même que leur, le CF, il est le même que leur. Et pourtant, je suis encore genre 15e, tu vois. Et maintenant, il va falloir trouver qu'est-ce qui fait que je vais passer 15e à premier, sachant que j'ai déjà mis au max le contenu et le lien, qui sont souvent les deux premiers trucs qu'on va mettre en action, quoi. Donc on va faire du lien interne, ok, bon bah voilà, on a fait du lien interne, ça suffit pas, qu'est-ce qu'on va aller faire, etc. Donc, et à chaque fois tu vas rajouter une couche de réflexion, une couche de strat, une couche d'idées et de R&D, en fait, c'est simplement. C'est comme ça que, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de techniques et de petits trucs un peu fous qui arrivent depuis le gambling, parce qu'en fait les gens ils passent tellement de temps à faire de la R&D et à gratter tester des trucs qu'au final c'est normal qu'à un moment tu trouves des choses intéressantes, quoi. Clairement. Ok. Et ben moi, dans le même truc de comparaison, parce que là, c'était petit éditeur versus grosse boîte, moi, justement, c'était dans le marché du gambling, toi qui as vu plusieurs thématiques, quelles sont pour toi les très grosses différences que tu vois entre le marché du gambling, qui est quand même assez spécifique, et toutes les autres thématiques? Parce que les strats sont pas forcément les mêmes, je pense que les budgets sont clairement pas les mêmes. Les particularités qui sont vraiment propres au gambling. En fait, je sais pas. Maintenant, avec le temps, il y a une époque où je t'aurais dit, ouais, le gambling, c'est vraiment à part, etc. Maintenant, je sais pas si c'est pas juste le même algo qui est un peu plus. Enfin, tu sais, les gens, ils ont tellement taffé dessus qu'en fait, il est tout au max, quoi. Les contenus sont de meilleure qualité. Franchement, les contenus sont de meilleure qualité. Moi, c'est toujours un truc. Je trouve que la qualité de contenu en moyenne sur le web, elle est super basse. C'est rare d'avoir des bons contenus. Les UX sont cool, Le je trouve. gambling fait des très bons contenus. Les UX sont cool, hein. Enfin, en fait, il y a pas grand chose qui est laissé au hasard. Mais c'est beaucoup de liens et beaucoup de contenu, hein, en général, quand même, et beaucoup de travail sur le lien et le contenu. La quantité de liens, elle est démesurée. La quantité de liens par page, tu vois, notamment parce que des fois, tu pourrais te dire, genre par exemple, la banque ou l'assurance ou la finance, ça va être, il y a beaucoup de liens, en fait, il y a une autorité de ouf, mais c'est une autorité de ouf sur le route, et c'est, tu vois, toutes les pages, elles sont un peu flottantes, il y a beaucoup de pages, etc., etc. La gambling, c'est vraiment, tu sais, t'as 200 pages, 300 pages, et elles prennent toutes des dizaines de liens. Donc il y a quand même un truc là-dessus sur le lien interne, enfin le lien profond, je veux dire. Mais sinon, je sais pas s'il y a vraiment une différence violente que tu as là-dessus. Par exemple, Je pense le pas, ouais. niveau expiré, il y a quand même des très gros budgets qui sont mis en place pour les expis, je trouve, Ouais, comparé bah à ça c'est d'autres. vraiment une nouveauté ouais, en fait il y a eu deux revirements, enfin deux trois revirements d'affilée sur la. En fait c'est marrant parce qu'on a du lore, tu sais, dans le gambling, Ouais. genre les phases SEO, etc. Et donc il y avait une tendance, ouais, il y a peut-être 3 ans, 4 ans, quand j'étais encore à Malte, il y avait deux trois gars, je me souviens, qui faisaient ils se reconnaîtront, ils faisaient ils récupéraient les expis et remontaient les expis un peu moins violents, et ils arrivaient à faire des trucs intéressants. Ensuite il y a tout qui s'est fait un peu laver, cette technique
Donc là, tu vois, en 2023, plus ou moins, ouais, il y avait plus d'expi qui ressortaient quasiment. Et là, il y a, je crois que c'est Finixio, hein, ouais, je suis même sûr, qui a réutilisé la technique, mais qui l'a mis à une autre échelle et avec d'autres petits twists, on va dire, qui fait que ça marche très bien. La méta, à la rigueur, attends, je réfléchis s'il y a une implication qui fait que je peux pas dire ça ici. Non, je pense pas, mais tu prends des expis, tu refais des remontages Archivarix et homepage ultra violente, quoi. Et grosso modo, si tu fais Homepage ça, comparateur, en gros. ouais, homepage mots-clés sur des expis à, tu vois, 2000 balles. Et en fait, la différence qu'il y a entre Finixio et les autres, c'est que là, tu vas dire, ah, ok, pas mal la technique, vas-y, je vais acheter un expi à 2000 balles, je vais le remonter, etc. Finixio, ils disent, ok, c'est ça la technique, bah, on en fait 5 par jour. Et tu vois, on n'arrête pas. Ah ouais. Et forcément, bah, il y a un moment, ils dominent la Et scène. en fait, même si t'en as que 2 sur 20 qui prennent, bah en fait, sur ce genre de thématique, ça rentabilise absolument tout, quoi. Clairement. Et en fait, eux, ils visent long terme, quoi. Ils ont une vision long terme que nous, on n'a pas, parce qu'on est en mode ça rentabilise à 6 mois. Eux, ils veulent dominer le marché sur plusieurs années, quoi. Donc en fait, même si c'est 2%, c'est ok, tu vois. Il y a tellement d'autres sites qui brassent beaucoup d'argent à côté, etc., que tu finis toujours par t'en sortir. Ouais, ok. Ouais, mais c'est marrant quand même ces cycles, hein. Moi, je voulais savoir, du coup, Léo, ce que tu pensais des PBN, des Private Blog Network, et à quel point tu penses que c'est important d'en faire sur du concurrentiel ou de l'ultra concurrentiel. Je vais prendre le contre-pied. Je suis contre, hein, mec. C'est assez fou parce qu'à l'heure qu'il est, les gens sont très pro PBN, mais moi, je suis plutôt contre pour plusieurs raisons. La raison numéro 1, c'est que c'est impossible à maintenir à grande échelle. Grosso modo, si tu fais ça pour un site et que tu veux... Enfin, en fait, on pense toujours à PBN, genre j'ai mes 10 sites, j'ai mes 15 sites, j'ai mes 50 sites. Mais quand tu vois à grande échelle, tu sais, je gère des réseaux de 10 000 ou 15 000 sites. Quand tu as 10 000 ou 15 000 sites dans la main, la question des footprints, la question de l'hébergement, la question du prix du domaine, la question des domaines qui sont pénalisés, etc., c'est ingérable. Et du coup, ça fait que à long terme, je me posais toujours la question de est-ce que ce PBN qu'on a au cul, il est pas en train de nous ralentir? Est-ce qu'il est pas pénalisant? Est-ce que, alors qu'il est, c'est encore bénéfique d'avoir ce gros PBN derrière nous? Et du coup, moi, je suis plutôt anti-PBN parce que je trouve que la maintenance d'un PBN, elle est trop énergivore et trop ingérable. Donc, je suis plutôt contre les PBN. Après, tous les gros acteurs, ils en ont. Est-ce que tu n'as pas exactement le même problème quand tu achètes du lien finalement? Parce que tu vois, tu dis peut-être que c'est pénalisant, mais le lien, la réalité, c'est que bien souvent, tu l'achètes sur des PBN d'éditeurs indépendants ou de. Donc finalement, tu as potentiellement le même souci. Et est-ce que du coup, tu penses que sans avoir de PBN, tu peux quand même avoir un vrai edge au niveau du netlinking par rapport aux concurrents qui, surtout sur des marchés concurrentiels, vont pouvoir simplement, tu vois, copier-coller le voisin qui vient d'acheter tel lien, donc il l'achète aussi, peu importe le prix. Enfin, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis sur le côté est-ce que en fait c'est pas juste des PBN d'éditeurs, tu vois, et je suis d'accord. Je pense qu'il y a plus de diversité tu sais, quand tu fais de l'achat en général que quand tu fais ton propre PBN. Je pense que potentiellement tu vas avoir un peu les mêmes problèmes, tu vas avoir un peu de perte de liens, tu vas avoir un peu de trucs de sites qui se font pénaliser, etc. Mais comme eux, ils sont un peu genre, ils doivent vendre des liens sur leur site pour que le site il continue de tourner, etc. Ils aiment bien quand même le maintenir en vie. Et le dernier point que j'avais là-dessus, c'est que t'as plus la main dessus en fait. Je suis d'accord que t'as peut-être le même problème, mais tu peux plus te poser la question. Donc en fait, c'est un problème que t'as en moins entre guillemets. Et c'est toujours cool d'avoir des questions en moins à se poser quand tu fais du SEO et qu'il y a déjà 1000 questions auxquelles on doit répondre. Donc c'est un peu genre la technique de l'aveugle. Je vais arrêter de regarder cette théorie du lien, etc. Et je me dis allez, ça passe. Et sinon, est-ce que tu peux avoir un edge face aux gens sur le lien? Je pense que oui, parce que je pense que les gens qui font du lien, ils le font. Ils sont, comme tu dis, en fait, ils ont des gros budgets, du coup, ils se posent pas trop la question et du coup, tu finis un peu par faire du travail dégueu des fois. Au niveau des strats, ça se réinvente pas trop, même si des fois, c'est quand même assez efficace. Mais grosso modo, je pense que rien que sur la strat de netlinking, tu peux faire des trucs cool. Et je pense que j'ai fait que ça a été une de mes grosses victoires, honnêtement, sur les 2-3 dernières années quand j'étais en Thaïlande. C'est de réussir à avoir une strat de netlinking qui soit plus efficiente que mes concurrents. Et en fait, je savais que j'avais un budget qui était moins gros et je sais que j'ai réussi à les rattraper. Du coup, je pense que simplement en strat achat de lien, tu peux faire un truc. Mais moi, ça me fait rebondir quand même par rapport à ce que tu dis, parce que, alors déjà, tu nous as pris PBN, le cas extrême, je trouve, de 15 000 sites, mais tu as aussi un entre-deux où tu aurais un PBN de 300, 400 sites, tu vois, et pour beaucoup de niches, ça peut suffire, dans lesquels, du coup, tu pourras
la maintenance sera plus simple, le coût de maintenance sera plus simple également. Donc tu vois, tu as un peu ça et parce qu'en fait, moi, la dernière fois, j'ai pris un de mes sites, je l'ai passé dans SEO Observer, pour regarder les liens que j'ai achetés, qui étaient encore indexés ou encore vivants, tu vois? Et franchement, ça fait peur, hein. Quand c'est un site qui a 4-5 ans, tout ce que tu as acheté il y a, entre les 5 et 3 dernières années, franchement, 80 des sites ne sont soit plus enfin, des pages ne sont soit plus indexées, soit les sites sont morts, soit les liens ont été enlevés dans les pires des cas, même si je dois avouer que j'en ai pas trop dans ce cas-là. C'est juste que l'article, il est tellement loin. En fait, tout ça, on le sait, ça ne pousse plus. Là où un petit PBN de pas beaucoup de pages, bah, en fait, ton article à toi de ton propre PBN, reste toujours sur la main page, donc tu reçois Mmh. quand même la majorité du jus et surtout tu as la main dessus et c'est marrant parce que toi, tu trouves que c'est un avantage de plus avoir la main dessus, alors que moi, je trouve que c'est un avantage d'avoir la main dessus. En fait, C'est ouais, mais je crois que j'ai ce trauma-là parce que j'ai Pena, le seul site que j'ai craqué, que j'ai Pena, c'était, parce que j'ai trop touché au PBN et du coup, ah j'ai ouais? un peu, honnêtement, il y a de fortes chances que mon avis soit, subjectif et que ça Biaisé, soit parce que ouais. j'ai ce trauma-là qui fait que j'ai pas envie de dealer avec des PBN. Donc Là, tu vois, après, j'ai eu hier ou avant-hier une connaissance qui a coupé un PBN et le site est revenu. Donc, enfin, coupé Ah un ouais? réseau de PBN. Ouais. Genre, il a Donc, supprimé comme les quoi, liens du PBN? ouais, il a supprimé et le site est revenu quasiment 48 heures après. Donc, comme quoi, tu vois, il y a des trucs. Ouais. il y a peut-être encore des liens négatifs. Donc, ouais. Oh, mais ça, c'est sûr, hein. Ça, les liens négatifs, c'est sûr que ça existe, Après, c'était ça pas du PBN quali, mais comme quoi, tu vois, si tu le fais mal, ça peut bien te baiser, quoi. ouais. Ouais, franchement, Donc, moi, je vois ce que tu veux dire. En vrai, je suis d'accord, Franck. Ce qui me fait chier, c'est que, genre, sur le. En fait, le truc, c'est que tu vas acheter des expis, tu vas les remonter, c'est OK, tout passe bien, tu remets tes 5-10 articles, ça tourne et tout, mais en fait, à long terme, après, tu dois remettre du contenu en général si tu veux qu'ils continuent de vivre ou à faire du traf, etc. Maintenant, avec l'IA, ça se fait, mais à l'époque, on n'avait pas d'IA, donc c'est peut-être aussi ça en vrai. C'est peut-être juste le fait qu'avec l'arrivée de l'IA, c'est plus viable qu'avant. Mais quand Ouais. tu devais rédiger du contenu, que tu as des ressources limitées, parce que tu as des ressources limitées. On avait du pognon en illimité en gros, mais genre nos rédacs, c'était, on avait 10 ou 15 rédacs, tu vois. Et donc en fait, Ouais. c'était toujours un peu chiant de dire à un rédac, tu vas travailler sur le PBN. Donc peut-être que c'est ça aussi, genre une mauvaise vision là-dessus. Franchement, je saurais pas te dire, mais je trouvais que c'était super chiant d'entretenir le PBN en général. Potentiellement, tu dois remettre du lien peut-être aussi parce que tes liens vieillissent, etc. Je sais pas, mais j'ai juste des mauvais souvenirs et des mauvais feelings avec ce truc, moi. Ah ouais. OK. Mm. Anto. Anto, vas-y. bah, j'en ai pas, donc allez-y, allez-y. Moi, je fais au fil de l'eau. Bah, du coup, moi, je voulais savoir, de ton expérience, est-ce qu'il y a des stratégies vraiment sombres que tu as vues et que tu peux partager, tu vois? Est-ce qu'il y a des trucs de concurrents que tu as vus, des trucs vraiment, énervés où tu t'es dit: «Putain, ça, c'est un truc de fou» ou vraiment, ça, c'est vraiment très, 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 très black hat, par exemple? Mm. Est-ce que tu as vu des trucs comme ça? Ouais, bah, les liens hackés, hein, ça, grand classique, hein, mais achat de liens sur des sites qui sont hackés, c'était des réseaux de hackers d'Europe de l'Est qui nous fournissaient ça, enfin qui fournissaient ça aux gens du gambling en général. J'ai fait un peu d'essais dessus, mais c'était vraiment dégueu. Et au final, c'était plus négatif pour moi, je trouvais, que positif, donc pas terrible. Mais c'était le genre de truc qui était assez hardcore. Les parasites, quand c'est arrivé, il y en a qui l'ont poussé à une échelle démesurée, hein. Enfin, tu vois, encore une fois, Phoenixio, c'était un truc du genre 300 parasites par mois, donc 10 parasites par jour. Tu peux penser à toutes les SERPs que tu veux. Il y a un moment où tu arrives à la fin, mais il est recouvré encore et encore et encore et encore. Donc c'était quand même assez fort de cacao là-dessus. Et les budgets, les budgets font toujours mal. Sinon, en technique vraiment crado, je réfléchis s'il y a vraiment des trucs horribles, mais pas tant en fait. Tu vois, juste c'est l'échelle toujours qui finit par te faire craquer. Et Comment ça si, bah s'appelle tu te fais cette hacker aussi. Tu te fais hacker constamment. ah ouais. Enfin, quand t'es il y a des requêtes. Je me souviens d'un manager qui m'avait dit, quand tu es sur cette requête, tu as une cible sur le dos, tu vas te faire hacker H24, faut que tu aies une team sécu. Genre, faut que tu aies genre limite un gars ou deux gars de sécu sur ton site H24 pour pouvoir couvrir le fait Ah que tu vas ouais. te faire hacker. Mais t'inquiète, la requête vaut les salaires, hein, c'est OK. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et comment ça s'appelle, tu sais, cette technique où tu prends des sites qui existent déjà
et t'achètes chez eux, mais c'est une forme de parasite, mais t'achètes chez Ah ouais, le eux parasite en subfolder, ouais. Ouais, un Ouais. subfolder, ouais. Ouais, bah c'est putain, les meilleurs à avoir fait ça, c'était Better Collective avec avec des gros médias, etc. Ouais, non, ça c'est fort. Tu peux faire ça aussi. Et c'est vrai qu'il y a que le gambling qui fait ça d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ou en gros, t'achètes tout un subfolder, tu installes un WordPress chez eux carrément, ou alors juste t'as un accès éditeur et tu peux publier ce que tu veux. Et tu payes à l'année en général. C'est une lock à l'année. Et là, tu Ok. peux, tu vois, je réfléchissais en France, j'ai vu des deals sur des sites qui étaient genre normaux, tu vois, genre 50 000 € à l'année, un truc comme ça. Donc, grosso C'est pas modo, si cher en vrai. c'est pas si cher, mais c'était pas des sites, genre, c'était compliqué de te dire, ouais, ce site, il va ranker à coup sûr, tu vois. C'était quand même pas simple. Mais le deal qui est vraiment intéressant sur ce genre de truc, je pense, c'est, tu leur fais un premier deal parasite avec 10 pages, tu vois, tu publies 10 pages chez eux, tu vois comment ça se passe, est-ce que ça rank ou pas. Si ça rank, eh ben, en étant sur un deal à 50 000, tu vois, et limite, t'as prépayé tu sais, genre, les 5 premiers milliers d'euros que tu mets sur les 10 pages que tu as postées, bah, en fait, c'est un prépay pour le 50 000. Du coup, potentiellement, ça peut être une manière d'amorcer le truc et de dire, de faire miroiter en plus un 50 000 à un gars, donc c'est sûr qu'il va te faire un deal à 5 000 pour les 10 pages parasites. On peut expliquer un petit peu plus ce que c'est que cette histoire de subfolder. C'est par exemple, tu as leswizards.com/Léo et toi, tu installes le WordPress là-dessus? Alors, plusieurs possibilités. Soit tu installes le WordPress là-dessus, et donc dans ce cas-là, quand tu arrives sur le /Léo, en général, tu vas avoir un lien genre notre blog, tu vois, et là, tu vas arriver sur le WordPress Léo, et tu peux. Bah là, c'est moi qui ai le contrôle parce que c'est mon WordPress, entre guillemets, mais je suis sur votre domaine, donc je parasite votre autorité, comme je suis actuellement en train de le faire en venant sur votre podcast. Et, et du coup, tu viens et tu publies, tu fais un site là-dedans, en fait, un site dans le site, entre guillemets. Ça, c'est une possibilité. Et l'autre possibilité qui est un peu plus soft, c'est le fait que tu aies des droits d'éditeur et que tu aies une équipe indépendante, entre guillemets, qui vient et qui édite sur des pages définies. Et en fait, si on prend Forbes Advisor, par exemple, c'est exactement ce qu'il y avait. Tu vois, c'est un truc qui a été révélé il n'y a pas longtemps, mais en gros, c'était pas une équipe interne de chez Forbes, c'était une équipe tierce qui venait et qui opérait tout un / Forbes Advisor et qui faisait l'affiliation pour Forbes, en gros, tu vois. Ok. Est-ce que tu penses qu'en 2024, tu es obligé d'avoir toutes ces ressources en lien et tout, et que si tu attaques des grosses requêtes comme ça, tu peux pas y aller différemment, tu vois? Ça a quand même beaucoup changé le SEO en vrai, en quelques années. Ouais, ça dépend auquel tu penses, mais ce qui est en gros, Je pense qu'ils si, gagneront si, toujours tu sur le peux. long terme, mais je pense Ouais, que tu peux faire mal au début. ouais, je suis 100% d'accord, mais les cas auxquels je pense, c'est pas forcément les cas auxquels enfin, la vision que tu en as, je sais pas, mais grosso modo, j'ai vu des sites qui avaient des angles d'attaque qui étaient super, super précis d'un point de vue content et sémantique, tu vois, et qui avaient défini genre, mon angle, ça sera uniquement ça, et qui avaient réussi à dominer des jolis SERPs, honnêtement, avec peu de liens, tu vois. Je pense à un site qui était spécialisé sur une spécification du gambling, du casino, et qui avait que 5 interdits, tu vois. On le connaît très bien. Ouais. On le connaît très bien. Je sais même pas si tu vois, je pense pas que tu. Ah bah, Ah ouais? on en Ouais, reparlera ouais. après, mais à mon avis, Ouais. c'est. T'as le nom du site, Franck? Moi, je par pensais à. exemple Mais c'est sûr que c'est pas Non, celui-là c'est auquel Ah tu bah ça, non, pensais. alors ok. c'est pas ça. Non, Vous non, pensez c'est pas à ça. quoi? Non, bah je C'est te comment il dirai s'appelle? après, je pense. Du coup, c'est .fr. Ah ouais, ah bah oui, ouais, vous le connaissez parce que ouais, bah voilà, bah ça c'est un exemple d'angle d'attaque qui fait que tu peux avoir des belles réussites. Et il y a aussi mais toi potentiellement, Anto, tu peux peut-être penser à une strat un peu plus EMD, comme on pourrait l'appeler. Ouais, mais ça revient au même. Je pensais au mini-jeu. Le mec qui avait tous les EMD mini-jeux, genre, Ouais. enfin, pas EMD, mais tu sais, qui avait mini-jeu, .com, je crois, ou .io, Ouais. il y en a plein des trucs comme ça, ouais. Mais c'est pareil, c'est des angles d'attaque en fait. Ouais, c'est ça. En fait, il te faut un angle d'attaque qui soit précis et qui soit un peu différenciant. Le problème des EMD, c'est là aussi, on voit le 1% de ceux qui réussissent, mais en fait, il y en a 99 qui échouent. Et du coup, les gens, des fois, ils se disent ah ouais, putain, strat EMD, le gars, il arrive, il a 0 lien, il pète des centaines de milliers d'euros. Mais en fait, le gars, je connais des boîtes qui font de l'EMD et genre, ils sont 15 à déposer des domaines et à publier du contenu toute la journée, quoi. Et donc, c'est des one page et c'est super basique. Et voilà. Donc, au final, il y a quand même un truc de. Même les angles d'attaque qui paraissent plus faciles, en général, on voit pas derrière les efforts qui sont mis. Mais il y a des angles d'attaque qui sont encore fonctionnels. Je pense juste qu'il faut trouver le sien, il faut pas le copier, et il faut le trouver parce que tu connais le domaine en général. Donc c'est rarement donné aux initiés de se dire tiens, je vais trouver un angle d'attaque pour attaquer ce marché-là et aller percer dedans. Mais il y a des angles d'attaque qui font que ça fonctionne. Après, comme tu dis, il y a toujours un gros pourcentage de non-réussite, quoi, au final, Ouais. quand même. Après, c'est la loi Ouais. du business, ça. Hein.
Surtout sur des trucs comme ça, c'est Ouais, c'est sûr. Enfin, Mais tu vois, il y en a qui pensent être bons et malheureusement, ils ont juste pas de chance. La chance joue beaucoup quand même dans le SEO. mais tu vois, par exemple, Sur des grosses là, vous thématiques. parlez des EMD sur des grosses thématiques. Bah là, ça se comprend que c'est un peu un jeu de volume, de qui arrivera le premier. Tu vois, typiquement, la strat EMD, c'est un peu le premier arrivé qui gagne. Le premier qui Mm. achète l'EMD, balance le contenu le plus vite possible, indexe la page et à la limite, au bout d'un moment, même si on n'a pas forcément besoin, mais soit balance du traf, soit balance quelques liens par-ci par-là. Mais c'est un peu cette course à qui sera le premier à faire le truc, je trouve. Et c'est, Ouais, c'est ça. mais je pense que c'est là que les efforts doivent être faits. Et avoir une relation, parce qu'en fait, il y a un gros truc sur les relations aussi, hein, dans le sens où il y a beaucoup d'acteurs ou peu d'acteurs. Enfin, tu vois ça comme tu veux, mais c'est pas comme Amazon où tu as un seul acteur. Mais genre, par exemple, si tu fais un EMD sur une brand, mec, ils vont te taper dessus direct. Ils vont te dire, bah non, mais cut le trap. Enfin, tu sais, les AF managers, ils savent ce que tu es en train de faire. Ils voient comment tu le fais. Ils voient quel deal ils ont avec toi. Et ils disent, OK, bah, je peux te payer tant pour ça. Je peux te payer tant pour ça. Et potentiellement, si tu es en train de faire des EMD chez eux, bah, soit ils vont te cut complètement. Ils vont être là, bah non, on travaille plus avec toi. Tu es en train d'essayer de nous arnaquer. Soit ils vont se dire ok, bah non, on peut te payer parce qu'en fait ils savent que tu as un deal qui est merdique et ils préfèrent contrôler la machine, etc. Donc tu as quand même tout un truc là-dessus sur faut avoir des bonnes relations, et quand tu as des bonnes relations, il y a des portes qui s'ouvrent qui sont bien meilleures, on va dire. Ouais, surtout qu'on te prévient des marques qui vont sortir en avance, par exemple, ou des trucs comme ça. Ce qui te Ah ouais, permet c'est de avec, pré-shot les ouais. articles à vie, ce qui te permet enfin, tu peux C'est en trop parler fort. si Grosse tu veux, partie mais du job, ouais. Ouais, ça fait ouais, partie c'est... c'est une grosse partie du taf, ouais. Putain, j'ai charbonné mes sales managers à chaque fois pour qu'ils me lâchent des infos comme ça, mais les gens, ils lâchent pas, quoi. C'est un truc de ouf. Faut vraiment. Enfin, là, pour le coup, c'est rare que tu aies une aussi bonne info que ça sans se faire un coup de pute, entre guillemets, sans leak une info que tu devrais pas leak, etc. Tu vois, ça, c'est vraiment des infos, je pense. Ou alors, j'étais pas au courant, mais ouais, je sais que c'est super compliqué d'avoir les bonnes infos là-dessus. C'est vraiment rare. Mais quand tu l'as, bah, c'est vrai que ouais, on connaît tous des gens qui ont fait des petits braquages avec des méthodes de la sorte. Quand tu parles de sales manager, c'est directement sur les plateformes de gambling. C'est Des gens en interne dans les boîtes ouais. d'édition qui négocient les deals Ah. avec les AF managers. Ok. Et eux, les AF managers, ils vous filent pas les marques en avance, ils vous filent pas les Non, nouveaux. non. Des Ah fois, ouais. tu sais, ils te les filent genre 2 jours en avance, tu sais, c'est comme ça, quoi. Mais Ouais. c'est pas assez pour que tu aies vraiment l'amplitude, entre Ok. guillemets, de mouvement. Mais ouais, ça, c'est vrai que c'est marrant, mais on n'y pense pas. Mais il y a des sales managers, des commerciaux en interne dans les équipes d'affiliation qui vont négocier les Ouais. deals avec les AF managers. Parce qu'en gros, sinon, Ouais. tu perds du temps à faire le truc, alors Ouais. que ton expertise, c'est de faire du SEO, etc., quoi. Et est-ce que tu penses qu'il y a, étant donné les volumétries et puis le trafic et l'argent qu'il y a derrière ce genre d'informations, est-ce que tu penses pas qu'il y a des affiliate managers qui vont directement bosser, tu vois, et lâcher les infos à certains affiliés en échange d'une commission directement sur les gains générés, enfin, tu vois, en mode un peu sous la table, quoi. Tu penses que Ouais, ça existe, ça? ce serait possible, mais c'est. En fait, la première chose, c'est que c'est flag, parce qu'en SEO, tu vois les choses, quoi. Comme c'est public, tout de suite, il y a quand même Ouais. une visibilité. Et ça paraît un peu compliqué parce qu'il y a toujours, en fait, tu as toujours une relation de méfiance dans les relations commerciales autour des jeux d'argent, bah, normal. Hein. Et du coup, tu sais jamais si, tu sais, imagine tu dis, ouais, bah t'inquiète, on va faire beaucoup d'argent, mais on va être rétro-commissionné. En fait, on va jamais être rétro-commissionné, tu sais, c'est genre, à chaque fois, les games vont faire du one-shot, ils vont te shave et c'est réglé, quoi. Donc, mais par contre, ce qui est possible, c'est que en fait, ce qui se passe souvent, c'est que tu as des gens qui ont des très bonnes relations avec beaucoup de gens et qui entendent une info et qui la font passer genre doucement, tu vois, et qui entretiennent toutes leurs relations de cette manière-là. Et quand tu as ça, c'est cool parce que ça te permet de. Enfin, c'est pour ça qu'il faut connaître du monde et il faut connaître les bonnes personnes et boire des coups au bar tous les soirs à Malte parce que tu t'entends les bonnes informations là-bas, quoi. Surtout si on va boire un verre avec toi, apparemment. Ouais. C'était avant, ça fallait être précurseur. Fallait être précurseur, ouais. Non, mais c'est typiquement, tu vois, Anto, c'est là où toi t'es fort, c'est que t'as toujours les infos en avance depuis des Ouais, AM. Enfin, les affiliate managers, ils te filent toujours des tonnes d'infos. C'est assez cool. Parce que maintenant, grâce à toi, on peut vraiment avoir beaucoup d'infos quand même. Hein. Ouais, même des leaks et tout, c'est violent. Même des leaks, même des noms, tout. Tout est possible. Tout, ouais. C'est ignoble en vrai, avec un peu de recul. J'avoue. C'est le gars de la DGSE en tout. Ah ouais, franchement, parfois, ouais, tu t'as un peu peur.
T'en parlais bah, vas-y Arthur, si tu veux d'ailleurs. Tu dois avoir des Quoi donc? questions. Non, si tu veux poser une question, parce que sinon, c'était Ouais. juste pour rebondir sur un truc, mais Vas-y, parce que rebondis. bah, tu parlé des parasites SEO. C'est le truc dont on a beaucoup entendu parler maintenant. C'est le truc dont, il y a 5 ans, on entendait beaucoup parler et c'est le truc quand nous, on a commencé, j'ai l'impression qu'on en entendait beaucoup parler. En fait, tu as un espèce de cycle infini et juste, je voulais évoquer, le fait parce que parasite, je trouve qu'il y a plein de façons de le faire. C'est toujours le même terme, on appelle toujours ça parasite SEO, Mmh. alors qu'il y a plein de façons de faire différentes. Il y a, soit avec des endroits où nous-mêmes, on peut aller créer notre parasite. Mmh. Tu vois, je pense à enfin il y en a plein, plein de façons de faire, il y a quoi, dernièrement? Bah, Medium, par exemple, je donne les plus connus, mais LinkedIn, Mmh. enfin voilà, c'est du parasite. Mais il y a aussi parasite où tu achètes un article qui va servir de Mmh. parasite. Et ça, c'est les 2 plus grosses façons et le troisième parasite, c'est même, cette version du subfolder dont tu parlais. Mais tout ça, c'est Mmh. tout des parasites et je pense qu'il y a pas mal de gens quand on parle de parasites, qui savent pas trop, tu vois, ce que c'est. Et Ouais. est-ce que toi, tu vois un peu ce cycle? Est-ce que tu as l'impression que, par exemple, en ce moment, il y a une grosse trend, mais est-ce que c'est le genre de truc, au final, qui n'est pas toujours enfin, c'est toujours existant, c'est juste que ça change tellement souvent qu'il faut être toujours à jour et j'ai l'impression qu'il y a des Mmh. gens, ils sont juste spécialisés en parasites et ils font du parasite et voilà, quoi. Du coup, pour répondre à ta question, Franck, sur les parasites, pour moi, il y a vraiment, on va dire, comme tu l'as mentionné, hein, on va dire deux grands types de parasites, le gratuit et le payant, assez simplement. Le gratuit, bah, c'est les plateformes publiques qui ont une puissance de ranking, mais ça dure pas éternellement parce qu'elles finissent par cut, parce qu'en fait, elles finissent par être associées à des trucs crado. Donc, tu vois, c'est comme il y avait Amazon il y a longtemps avec AWS et tout le bordel, comme il y avait, il y a eu les forums de Microsoft, il y a eu LinkedIn, il y a eu Medium, etc., etc. Et tout ça, en gros, c'est le côté. C'est quand tu te rends compte que en fait c'est facile de publier quelque part et que ça rank en SEO, bah ça va se faire spammer, ça va se faire soit dégommer par Google, soit dégommer par le propriétaire. Et du coup, il n'y a pas la vision, enfin tu sais, d'un point de vue long terme, c'est pas tip top. L'autre qui peut être intéressant, c'est le parasite payant. Et moi, à l'époque où je l'ai vu grossir, c'est parce qu'il y a Outlook India, hein, assez simplement. C'est Outlook India qui a fait qu'on a appelé ça le parasite et qu'il y a eu la traîne du parasite. Parce que Outlook India, il y a un moment où c'était le site qui générait le plus d'argent en gambling, quoi, tu vois, assez simplement. C'était le site qui faisait le plus, etc. C'était monstrueux. Et donc, maintenant, est-ce que c'est une sorte de tendance? Maintenant, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que j'achète un lien et que j'ai le choix de l'article, bah, j'envoie un gros article bien optimisé sur lequel je me dis, bah tiens, ce keyword là, je pourrais peut-être le taper avec l'article, etc. Donc au final, c'est un peu du parasite en soi. Mais d'un point de vue tendance, je pense que Outlook India était vraiment le moteur à un moment. Et je pense que Google maintenant fait pas mal la chasse à ça depuis les spam updates et les reputation abuse, comme il a appelé ça. Ils ont essayé de take down quand même tous ceux qui prenaient trop de place. Donc il y a un peu le côté où je pense qu'il y a une phase croissante globalement du parasite avec Outlook India qui était le pinnacle et enfin le top point, et ensuite décroissance depuis que Reputation Abuse et Google a take down a dégommé des sites les uns après les autres, quoi. Alors, Désolé tu pour tous vois, les anglicismes, je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment abusif. là, Oh, je viens de regarder une des grosses requêtes où il y a du parasite. C'est les mêmes parasites depuis 2023 qui sont là et c'est une requête qui rapporte des tonnes d'argent. Et en fait, Ok. et en France, C'est là, je du parle c'est en France. en France. Ouais. Ah ouais, bah hmm. En France après on est traité différemment parce que on a Ouais, mais un c'est peu un moins délire quand de même. sites qui font du parasite. Ouais. Et il y en a un notamment qui est assez efficace et qui est pas mal, mais et sinon ouais, en parasites payants en France, on n'en a pas énormément qui sont super efficaces et qui Bah, rankent c'est un des peu médias, partout, en quoi. fait. Moi, c'est ça que je trouve honteux là-dedans. Ah, toi, c'est ce que tu appelles les médias, genre les médias qui font Ah leur bah, propre avis? Le Point, mais c'est pas leur propre affiche, c'est ça Ah qui est ouais. énervant. Oui, mais c'est ouais, mais je vois, C'est mais les c'est comme articles Forbes aux sponsor, US. quoi. Non, ouais, c'est les trucs. Mais c'est en article sponsor qu'ils font ça, tu veux dire? Ouais. Parce que le point, mec, pour mettre du lien dans leurs articles sponsor, c'était limité quand même. Bah, ouais, mais il y en a qui arrivent, tu vois? Ah oui, 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 c'est vrai qu'il y en a qui y arrivent. C'est Ouais, mais ouais, moi, bah le je point. l'en ai déjà Ouais. parlé plein de fois, cette requête, je crois que j'en parle dans la Wizard Academy, mais il y a plein de requêtes où, en vrai, je trouve et tu vois, ils ont beaucoup parlé du reputation abuse et tout, mais en France, Mhm. je trouve qu'on le voit pas, hein On est passé à travers. et on est passé à travers et tu des trucs où c'est un peu énervant parce que moi, il y a des requêtes sur lesquelles, avec des sites legit où j'avais fait des avis produits et tout, j'étais dessus. Mhm. Même, enfin, même des potes à nous et tout, on était dessus. Du jour au lendemain, ça passe en mode full parasite. Tu te dis: «Bon, bah, pas de souci».
Ça arrive, ça va tenir pendant 2 mois. Ils te font la petite truc, c'est bon, on a nettoyé les SERP, et tu regardes ta SERP et ça a pas bougé. Et là, tu te dis, bah ouais, on se fout un peu de notre gueule, tu vois, là-dessus. C'est. Tiens, Ouais. d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça pour toi, Léo, parce que j'avais déjà posé la question, savoir ce qu'ils en pensaient à Franck et Anto. En gros, imagine que il y a une SERP qui est moyennement concurrentielle, c'est rien de stratosphérique. Par contre, l'intention de recherche est très spécifique. On n'est pas sûr de l'information. Je vais être très clair, je vais carrément donner la SERP, parce que de toute façon, je pense que j'en ferai une vidéo dans les jours qui viennent sur ma chaîne YouTube. C'est détecteur ChatGPT. C'est par rapport à Lucide. Nous, on est positionné sur meilleur détecteur d'IA, tous les trucs un peu informationnels. Détecteur ChatGPT, ce qui sort sur la SERP en termes d'intention, c'est les pseudo-détecteurs gratuits qui sont dans 99,9% des cas des daubes absolues qui, je sais pas trop comment ça marche, mais voilà, qui sont censés détecter, mais ça détecte que dalle. Mais par contre, niveau intention, ça fait croire aux gens que ça détecte quelque chose, donc du coup, ça sort dans le truc. Et pour être plus précis, la dernière fois que j'ai regardé, la première position informationnelle arrive en top 7, en gros. Est-ce que tu penses qu'en allant acheter, par exemple, un article sur un média qui trust bien, en mode, tu vois, tu prends un gros article sponsor avec un article bien opti, machin, mais sans répondre directement à ce qu'attend Google, donc à l'intention, est-ce que tu penses que le trust passe par-dessus l'intention ou compliqué? C'est super tricky parce qu'en fait, initialement, oui, tu vas rouler sur la SERP. Ensuite, ton CTR, il va être dégueu comparé aux autres. Enfin, ou ton CTR, il va être OK, mais tu auras un pogo sticking dégueu. Donc, tu vas sûrement retomber un peu. Et c'est sûrement pour ça qu'en fait, au final, ton intention, elle est, le 7e, c'est de l'informationnel. Après, potentiellement, l'autorité va quand même tout écraser. Franchement, ça serait pas super étonnant que ça arrive. Et si tu as l'occasion d'acheter un petit guest post ou un petit truc comme ça, si tu peux leur envoyer un texte où il y a un iframe, tu vois, ou un truc qui leur permet de faire un mini chat GPT, un mini détecteur un peu dégueu, potentiellement, tu peux quand même te placer dessus, etc., quoi. Mais ouais, je suis d'accord que pur informationnel, contenu, etc. Non, je pense que tu rouleras quand même dessus, en vrai. Je pense que tu rouleras dessus, je pense que tu auras ton... Ouais, je pense que ça marche. Réponse dans quelques jours. On a je à peu pense. près tous le même truc en fait. Tu Ouais. vas ranker, mais tu vas glisser, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Mais je suis d'accord avec Léo, hein, tu vas ranker. Je l'ai fait il y a pas très longtemps, moi. Sur un truc où l'intention, c'est que des sites. Et moi, j'ai envoyé un article type news. Et sur un petit parasite en plus, hein, un truc qui est pas ultra puissant. Ça a pop top 1. Et là, je suis top 2. Et je pense que ça commence à glisser gentiment. Mais pendant quelques semaines, en tout cas, ça tient. Et vous linkez ce genre de contenu? Non, tu tiers mais link et là, tout je me suis dit, je vais peut-être envoyer du traf dessus pour lui faire. Ah, mais non, c'est pas vrai. J'ai envoyé du traf dessus récemment et ça lui a fait en tout cas stabiliser pour l'instant depuis quelques temps. Deuxième question, est-ce que vous pensez que acheter, je donnerai pas le nom du média, mais on imagine un média qui rank bien trusté, bien connu, machin, t'achètes un contenu, il se positionne, tu le blastes. Est-ce que vous pensez qu'il monitor ce genre de truc ou alors c'est tellement gros qu'il s'en branle? Avec du lien ou avec du traf? Tu le blastes avec du lien. Je connais des boîtes qui ont fait ça pas mal. Hein. C'était Finixio, ils envoyaient 300 parasites par jour, ils pouvaient se permettre, par mois, ils pouvaient se permettre d'en blaster quelques-uns avec du GSA et compagnie. Donc, et en vrai, en fait, quand tu te dis que ces techniques-là, leur logique là-dessus, elle était bonne et elle est intéressante, c'est de se dire genre, une chance sur 5 que ça soit bénéfique et 4 chances sur 5 que ça soit négatif. Et quand c'est bénéfique, c'est quand même assez fort. Donc au final, tu te dis bon, vas-y, on va en perdre, tu vois, on va en sacrifier 4/5 pour pouvoir aller avoir un 5e qui donne bien. Donc ça dépend de la quantité que tu envoies, je dirais honnêtement. Ok. Bon, de toute façon, honnêtement, je pense pas le faire, mais c'est juste par curiosité, savoir si c'est le genre de pratique qui. Et je pense qu'ils monitorent jamais, par contre. Ouais, je pense qu'il y a Full zéro lien monitoring. encre exact, par contre, c'est plus smart, je pense. Moins de chances de faire ce que je ferais. Quoi. Ouais, j'avoue. Tu vas chez Access Link avec l'ordi à 3 €, t'achètes le catalogue, c'est réglé. Hein. Ouais. Vas-y, Arthur. C'est à moi. Alors moi, justement, par exemple, sur une niche compétitive, l'une des niches que tu as tapé, moi, je suis assez intéressé de savoir quel est le pourcentage, en gros, de tes efforts qui va au netlinking. Ou donc, du coup, potentiellement, la question parallèle, c'est le pourcentage de tes efforts qui va au contenu, parce que tu l'as dit, c'est les deux aspects sur lesquels tu focuses en général. Et à raison. Je suis curieux de savoir ça. En pourcentage d'effort, tu penses à du temps humain ou à du budget?
Temps humain, en vrai. Temps humain, je peux te donner. En gros, tu avais une personne, elle gère dans des équipes qui sont très bien organisées. Une personne, elle gère 2 ou 3 sites pour du link building. Donc en gros, une personne qui fait du link building, elle va gérer 3 sites. Et une personne qui fait du. Par contre, au niveau contenu, tu as genre 1 ou 2 personnes par site, quoi. Ouais. Donc, tu as, je Ah ouais, dirais, quand même. 4 fois plus ou 5 fois plus de temps humain sur du contenu que sur du link building. Ouais. Ok. Et en termes de budget, tu as une idée de la répartition? C'est plus ou moins la même chose, grosso modo. Ok. Tu es à peu près sur le même niveau de dépenses en termes de. Je réfléchis, mais ouais, grosso modo, au même niveau de dépenses. Ok. Au bout Ça d'un marche. moment, vous avez fait toute la thématique. Enfin, 2 rédacs, genre à plein temps sur Bah, le. bien sûr. Bien sûr. Mais quand tu as fait toute la thématique et que tu rentres pas, qu'est-ce qu'il fait? Bah, tu retapes ton contenu. Donc, Ouais. la question de. Ah ouais, Tu non, mais c'est un rachètes enfer. requête. C'est un C'est enfer. ouf. C'est en fait le niveau d'effort quand on dit produire du contenu, on pense pas forcément à produire du nouveau contenu, hein, c'est genre réoptimiser du contenu existant. Et en gros, une page, elle a une durée de vie de 6 mois parce qu'après 6 mois, elle va être refaite, retapée, réoptimisée, revue, etc. Et tu repasses du temps dessus, quoi. Alors, on va en parler maintenant. Du coup, qu'est-ce que tu penses des outils d'analyse sémantique au sens large, tu vois? Justement, tu parles d'optimisation, etc. À quel point tu es un believer de la sémantique de ton côté? Je trouve que c'est des. Enfin, ouais. Bah, comme je te l'ai dit, en fait, quand tu as fait ton contenu, que tu as fait ton contenu qui est bien opti sémantiquement selon ton outil de sémantique, etc. Et que tu ranques pas, bah tu crois plus ton outil. Donc moi, ça m'arrivait trop de fois, ça m'arrivait 100% des cas, quoi. En fait, c'est impossible de ranker avec une page one shot parce que tu vas devoir la retravailler 1000 fois, tu vas devoir retravailler ton intention, ton contenu, etc. Donc au final, peut-être parce que c'est trop compétitif, peut-être parce que les outils s'attardent pas aux bonnes choses, peut-être parce que c'est fait pour en fait, tu sais, potentiellement, c'est intéressant d'avoir un nombre d'occurrences, etc. Si jamais tu t'adresses à des rédacs et qui savent pas du tout c'est quoi la thématique et tu vois à quel point ils doivent parler de cette chose-là, etc. Mais quand tu as des gens qui sont très bons en fait en rédaction, naturellement, ils vont faire des articles qui sont décemment optimisés, ils vont pas faire des choses qui sont dégueu, etc. Donc ça peut être peut-être intéressant un outil d'optimisation sémantique dans le cas où tu travailles avec des gens qui connaissent pas du tout la thématique, etc. Mais je pense que tu vois le nombre d'occurrences de chaque mot-clé, etc. C'est pas un truc qui est important, honnêtement. T'en penses quoi, toi? Vous en pensez quoi, les gars, Franck et Anto, de ça? Moi, je pense que ça sert plus à grand chose si tu connais la thématique. Ouais, Si tu donc connais pas, ça te donne même avec Léo. les bons trucs. Ouais. Mais sinon, Même chose, par contre, là où ça aide un Serpentix ou qu'importe le tool que vous utilisez, c'est que ça va quand même ça va quand même scraper ce qui fonctionne. Et quand tu débarques sans trop connaître la thématique, voire même, voilà. ça va te servir À faire ton plan. à faire ton plan, à développer ton champ lexical pour quand même, tu vois, tu as des mots-clés, tu te dirais, ah tiens, j'y avais pas pensé à celui-là. Et hop, tu vas le rajouter 2-3 fois. Après, avec précision, genre, ce mot-clé doit apparaître 12 fois, et ce genre de truc, ça, pour le coup, moi, j'y crois quand même moins. Je Mm. pense que écrire... En gros, je préfère faire un article qui sera lu parce que les tournures de phrases sont intéressantes et tout ça, et que ça intègre les mots-clés, plutôt que juste essayer d'aller tout mettre en vert pour que le nombre de mots-clés demandés soit mis. Et voilà, Mm. donc je pense que c'est bien dans certains cas, mais par exemple, je vais prendre le cas où tu fais un site pour un plombier, et que tu lui dis, vas-y, fais-moi on prend le cas où l'artisan, il écrirait un article sur la plomberie, sur un domaine spécifique de la plomberie. Et ben en fait, il va tellement, et tu lui dis d'écrire avec ces mots, en fait, il va tellement utiliser les mots techniques lui-même, parce que naturellement, il va te dire, je sais pas, l'évier pour l'installer, faut utiliser tel truc, la bonde, le machin et tout ça. Et en fait, naturellement, ils seront là, les mots. Alors que si c'est un rédacteur qui est pas connaisseur de la thématique, bah lui donner quand même ce genre d'outil, c'est quand même indispensable, je trouve. Mm. Ouais, je suis d'accord aussi. Bah, grosso modo, si t'es nouveau dans la thématique, c'est super bien pour attaquer le truc, etc. Mais dès que C'est t'as des ça. experts, en fait, en général, tu connais déjà ta sémantique et tu sais t'en affranchir, en fait. Enfin, ça te permet d'aller plus Mm. loin que ça, quoi. Et je rebondis du coup sur une autre petite question. C'est donc tu l'as dit, on a bien compris la complexité que pouvait représenter un contenu, surtout quand il rank pas, qu'on le retravaille, etc. Est-ce que toi, quand tu bosses sur une thématique concurrentielle, tu accordes une importance capitale au contenu qui va être positionné sur un lien que tu achètes, par exemple? Non.
Non, je suis super bourrin sur les liens que j'achète. Je m'en bats un peu les steaks. J'envoie de l'IA crado en général. Mais ouais, et je pense pas que ça soit vecteur que ça passe du jus, quoi. Mais c'est des trucs. S'il y avait quelqu'un qui pouvait me prouver l'inverse, ça serait top. En fait, le truc, c'est que je vais t'expliquer mon process de réflexion juste vite fait. C'est que si ça suffira jamais à ranker. En fait, mon truc, il va jamais générer du trafic sur Google parce que j'ai mis un bon article, parce que il a pas pris lui-même 20 liens. Tu vois, je suis en train de l'utiliser lui pour ranker moi. Et du coup, je pense que ton lien, il peut être un peu amélioré dans le cas où ton article, parce que tu l'as envoyé avec du bon contenu, il rank, etc., etc. Moi, comme ça arrivera jamais, bah, je peux envoyer de la daube, ça va pas changer Alors, grand-chose, quoi. du coup, est-ce que tu penses que ta réponse n'aurait pas été la même si tu pouvais ranker, si tu étais sur une thématique Sur où une autre tu peux thématique, ouais. espérer ranker, ouais. Ouais, Tu vois, exactement. demain, tu vends des snowboards ou je sais pas Ouais. quoi, enfin, j'en sais rien, et tu vas pouvoir justement faire un article un peu niché, longue traîne sur le snowboard. Là, ça, on est d'accord que ça a de l'intérêt d'aller travailler le contenu pour qu'il rank sur le site que tu achètes, enfin sur le Bah, lien que tu achètes. tu peux faire de la formationnelle un peu sympa et en fait aller récupérer du traf et aller potentiellement même le rediriger vers ton site, etc. Donc en fait, ça pourrait être golden d'avoir vraiment le truc 360 et t'es au top. Mm. Mais ouais, moi j'ai jamais eu l'opportunité de trop publier dans des trucs comme ça, donc au final, voilà, pas trop. Ok. Et juste pour rebondir par rapport à ça, attends, mais je dis juste moi, quand j'achète du lien, par contre, contrairement à toi, j'ai l'impression, c'est que je vois tout ce que j'achète comme si potentiellement c'était un petit parasite. Et en fait, du coup, Ouais, j'envoie bah du maintenant je fais contenu ça qui est... aussi. Maintenant j'ai cette On logique sait et jamais, tu vois. je la trouve extra, ouais, je la trouve extra. Non, je suis d'accord aussi. Et historiquement, je le faisais pas du tout, mais maintenant je le fais plus et je trouve que c'est une meilleure logique de. Enfin, je suis 100% d'accord avec toi. Anto, vas-y. Est-ce que tu as eu l'occasion de travailler sur des marchés différents et est-ce que tu vois des trucs différents, enfin des fonctionnements, des choses par rapport à la France, tu vois? Complètement. J'ai fait plein de marchés pour le coup. J'ai commencé avec de l'anglophone, genre US, Canada, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, et ensuite j'ai fait du Ah tiens, d'ailleurs, je te francophone coupe. et Afrique du Sud, j'ai jamais fait cette géo, ouais. mais en affiliation, dans n'importe quelle thématique, c'est toujours les top pays. Je comprends pas, tu vois? Est-ce que vraiment il y a des Ben, pouvoirs d'achat ou ouais, t'as des une bonne choses? value en fait. Théoriquement, la Ok, value Afrique du Sud, elle est pas trop mauvaise. Moi, au final, on avait cut parce que la value était pas bonne sur le site que je gérais. Je crois que c'est parce que je rankais sur des mots-clés avec faible value, mais bon, anyway. ok, Et putain, c'est ouf. ouais. Et sinon, j'ai fait en Europe aussi, j'ai fait Italie, des trucs comme ça. J'ai fait Japon. Putain, Japon, c'est imblairable. C'est le pire marché sur lequel. Voilà, tu vois, ça fait. Je ferai plus jamais de PBN, je ferai plus jamais le Japon. C'est les trucs, voilà, c'est réglé. Hop là. Ok. Mais Est-ce que tu ouais, vois des non, j'ai différences fait. sur des pays où les alphabets sont différents? Ouais, complètement. Google est en retard. Google est en retard de ouf sur les pays où les alphabets sont différents. Tu prends Thaïlande, Corée, Japon, etc. Google est en retard. Et Google est différent. Et en fait, du coup, les trucs que tu connais, ils s'appliquent plus. Et du coup, tu fais plus le SEO comme tu es censé le faire. Et donc, tu es perdu. Et du coup, quand j'ai travaillé le Japon, j'ai sous-performé à mort sur le Japon et j'avais aucune réponse à mes questions. Genre, c'était impossible pour moi de Ah trouver ouais, ok. le hack, tu vois. En 1 an et demi, 2 ans de travail sur le Japon, j'ai jamais trouvé une manière de ranker sur le Japon. Genre, j'ai fait 2 ans toutes les semaines, j'ai réfléchi 1 heure à comment je pourrais faire pour mieux ranker. J'ai pas trouvé, Et quoi. quand tu dis Donc, rank pas, c'est top 20 par exemple. Jamais t'es rentré en top 10. si, je prends des, non, mais je prends Ok, des top 1, top 2, tu vois. On faisait quelques ok. centaines ou milliers de trafics par mois, mais on n'était pas, enfin, quand tu vois l'argent qu'on dépensait et le résultat, le ROI qu'on avait, on n'y était pas du tout, quoi. Donc, Ok. clairement pas top. Et sinon, dans les autres pays, à la rigueur, un truc qui est assez intéressant, je pense, c'est le fait que le gambling, tu sais, c'est un domaine qui est assez régulé vs dérégulé. Donc, tu as des marchés où c'est illégaux, genre la France, et tu as des marchés où c'est légal, genre l'Italie. Et du coup, les acteurs que tu as, tu peux pas avoir un acteur coté en bourse qui va sur un marché illégal, par exemple. Donc, grosso modo, les marchés légaux, ils sont blindés avec 10 fois plus de pognon que les marchés qui sont illégaux, qui sont déjà eux-mêmes blindés avec des gens assez riches, quoi. Donc, tu vas en Italie, par exemple, et bah, tu te retrouves avec des boîtes cotées en bourse qui lèvent des fonds, qui sont pleines de cash. Et pour se battre, c'est plus compliqué qu'en Bah, France ok. ou que dans d'autres pays qui sont dérégulés, quoi. Quand tu regardes à Malte, c'était Catena Media, qui était Mm. énorme boîte de gambling cotée en bourse. Je crois qu'ils viennent de Suède, Norvège, je sais plus où est-ce qu'ils sont, mais ils Ouais. étaient dans l'équivalent de notre CAC 40 pour la France. Et ben eux, ils étaient cotés en bourse chez eux. Et enfin eux, c'est pas le même délire, les budgets qu'ils ont. Enfin même, c'est des entreprises. C'est comme si c'était le IBM. Enfin j'abuse en disant IBM parce que c'est un peu vieux, mais enfin
une très grosse boîte comme ça qui débarque sur un marché et qui le fracasse. Ouais, genre Publicis, quoi, tu vois. C'est comme si Voilà, ouais, Publicis, c'est en fait, ça. au lieu de faire de la pub pour toute la France entière et pour LVMH, bah, ils faisaient de la figue en bling, quoi. T'es là, genre, c'est quoi ce monde alternatif? Et ouais, et en fait, là, tu penses à Catena, qui est une très grosse boîte, etc. Mais t'en as au moins, genre, 5 ou 6 des comme ça, et des plus Ouais. gros, etc., quoi. Donc, c'est vraiment, genre, c'est énorme. C'est un truc de ouf, la taille du marché et l'argent qui y est, quoi. C'est des plusieurs millions à chaque fois, quoi. Ouais, il y en avait une en Suisse comme ça qui était cotée en bourse, qui faisait du dating, je me rappelle plus du nom. Mais Ouais, tu mais vois, je c'est crois, pareil. ouais, les gros affiliating, ils sont en bourse aussi, non? Ils sont en Ouais, Suisse. je me rappelle Et plus. ok. Ouais. Mais ça, c'est ouf. Ouais. J'ai une petite question du coup, parce qu'on en parlait juste avant. Tu parlais du contenu. Du coup, mais Mm. on n'a pas dit c'est quoi au final un bon contenu. Donc là, mini masterclass de ton point de vue, là comme ça, en vite fait, comment tu fais un bon contenu? Comment tu prends une requête et tu dis là je veux faire le meilleur contenu possible? En fait, ce que je fais en général, je commence par me dire, ok, bah, cette requête-là, en général, une requête, c'est un mot-clé. C'est quoi la question que les gens ils ont derrière, tu vois? C'est quoi la question que les gens se posent? Et pour moi, définir une intention de recherche, c'est ça, c'est se dire, par exemple, quand tu mets détecteur ChatGPT, bah, l'intention, c'est je veux un détecteur ChatGPT. Donc, il faut offrir un détecteur GPT, pas de l'information dessus, tu vois, par exemple. Imaginons qu'on parle de casino en ligne. La question, ça pourrait être, par exemple, bah, tu vois, quel est le meilleur casino en ligne? Ou alors, quels sont les casinos en ligne fiables, etc., etc. Ensuite, tu vas avoir toute une question de il faut que tu fasses gaffe à pas te cannibaliser. Donc, si par exemple tu parles du meilleur casino en ligne ou du casino en ligne le plus fiable, bah en fait, au final, c'est souvent plus ou moins la même chose parce que ce qui est compris dans meilleur, ça va être la question de la fiabilité et d'autres questions qui vont venir après. Et ensuite, un truc que j'aime bien dire en général, c'est le taux de gras d'un contenu. En gros, un contenu, il contient des mots, et tu as des mots qui sont importants, des mots qui sont pas importants. Tu as des phrases qui sont importantes et des phrases qui sont pas importantes. Et ce que j'essaie de faire en général, c'est de dégraisser au maximum, donc enlever tout ce qui est pas important. Du coup, dès que je vois une phrase en me disant, bon bah tiens, cette phrase-là, tu vois, elle apporte aucune valeur. Genre en vrai, le gars qui arrive et qui cherche les meilleurs casinos en ligne, il lit ça. Il y a zéro value pour lui, tu vois, c'est pas intéressant. Donc, il connaît déjà l'information, etc. Donc, en vrai, on enlève ça, tu vois. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu dois rédiger 10 000 mots, par exemple. Donc, tu vas rédiger 10 000 mots. Tu arrives avec tes 10 000 mots sur le contenu. Et ensuite, je vais passer dessus et je vais dire, OK, bah maintenant, on va enlever tout ce qui sert à rien, toutes les phrases qui servent à rien. En fait, quand tu dois rédiger 10 000 mots, tu rédiges beaucoup de choses qui servent à rien. Et du coup, je vais te dire ensuite, bon, bah vas-y, maintenant, on va rajouter une couche d'informations qui pourrait être intéressante. Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour un gars qui cherche le meilleur casino en ligne? Ça pourrait être des détails, tu vois, qu'on n'a pas trop vu sur le web et des trucs, genre, bon, bah, ça pourrait être ce détail-là ou ce détail-là. Ça pourrait être la vitesse à laquelle l'argent revient dans ton compte en banque quand tu demandes un retour de compte en banque. Ça pourrait être le nombre de jeux précis, tu vois, le nombre de roulettes avec 3 roues, le nombre de roulettes avec 5 roues, etc. Et donc, en fait, tu vas chercher plein de contenus, d'informations et de data précises qui pourraient être intéressantes pour quelqu'un qui cherche ce mot-clé, qui cherche à répondre à la question. Et du coup, tu y vas et tu t'enlèves tous les trucs qui servent à rien et tu rajoutes des trucs qui servent et qui pourraient être intéressants. Et tu fais ça en boucle jusqu'à n'avoir plus que de la pure information ultra dense et ultra quali pour la personne qui fait de la recherche, quoi. Ok, merci. Et du coup, est-ce que de ton point de vue, la densité, enfin le nombre de mots d'un article a une valeur? Parce que ça, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un peu un truc autour de ça, tu vois, où on dit, bah non, le but c'est de faire des articles le plus court possible. Bah, dans ce cas-là, si tu cherches meilleur casino en ligne, tu veux juste un tableau avec les meilleurs. Tu veux pas savoir le Ouais. nombre de roulettes, je sais pas quoi. Là, pour moi, mec, plus il y a de mots, mieux c'est. Parce qu'en fait, il y a une corrélation entre la quantité d'informations et le nombre de mots. Et donc, plus tu as de mots, plus tu as de chances d'avoir de bonnes informations. Et c'est pour ça que les gens, ils avaient un peu l'image de il faut faire 2000 mots, il faut faire 3000 mots, il faut faire plus de mots, etc. etc. Alors qu'en fait, il fallait juste donner plus d'informations. Mais il y avait une corrélation tellement forte entre le nombre de mots et la quantité d'informations que voilà. C'est pour ça aussi que les gens, ils ont dit ah ouais, mais tu vois, moi j'ai fait un contenu de 3000 mots, bah c'était de la merde et il a pas ranké. Ben ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas d'informations dedans. Et du coup, il y a vraiment je trouve que tu as quand même une très forte corrélation entre mots et information et c'est pour ça que le nombre de mots c'est un super bon indicateur. Et quand tu travailles avec un bon rédacteur qui met pas de phrases inutiles dans son contenu et que tu lui demandes 3000 mots, bah, il va te faire 3000 mots de pure information et dans tous les cas ça va être de la patate, quoi. Donc en vrai, pour moi il y a le nombre de mots est super important parce qu'il est super corrélé avec la quantité d'informations que tu vas avoir dans un article. Ok, ouais, moi je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que j'en suis un peu revenu de ce truc, parce qu'à un moment, vu que tout le monde le disait, j'avais testé, je m'étais dit, bah vas-y, je vais essayer de couper un peu du contenu, je vais le réduire, des trucs comme ça. Mais parfois, tu réduis en enlevant des phrases qui sont importantes, en fait, et ça fait clairement pas du bien. Donc autant faire du volume s'il y a du volume, quoi. S'il faut Et 3000 mots, tu fais 3000.
Et si jamais, par exemple, du coup, la question est pour vous deux, si vous avez le même point de vue là-dessus. Si jamais vous avez une SERP où littéralement sur le top 10, il y a 0 contenu qui fait plus de 400 mots, vous arrivez avec un contenu de 2000, pour vous, ça pose pas de problème? Ça dépend de c'est quoi la SERP, mais théoriquement, pour moi, il n'y a pas de problème. Ouais, pour moi non plus, si tes 2000 mots, ils sont intéressants. Du moment que tu es dans l'intention, en fait, Mm. c'est bon. Ok. Ouais. c'est- Bah, justement, je suis en train de travailler sur une SERP bien compétitive, pas le domaine du gambling, où il y a personne qui a plus de 300 mots sur la SERP, et je vais essayer d'en foutre 1500 histoire de voir ce qui se passe. Mais en fait, on sait aussi qu'il y a des SERP où la quantité de contenu, c'est pas ça qui va changer, qui va faire bouger les choses, tu vois. Et donc, en fait, il y a des fois où, même si tu as un top contenu, bah, en fait, les métriques de temps passé sur site, par exemple, elles vont être plus importantes que la quantité de contenu que tu vas avoir. Le lien, il va être plus important que la quantité de contenu que tu vas avoir. Parce qu'en fait, les gars qui sont en face de toi, ils ont ce truc-là qui est tellement maxé comparé à toi qu'au final, tu peux pas compenser ça avec seulement du contenu, quoi. Ouais, clairement. Anto ou Arthur? Arthur. Il y en a plein, Arthur. Ouais, j'en ai pas mal là. Comment est-ce que tu gères l'aspect risque dans le SEO? Tu as parlé notamment de tes mauvaises expériences avec le PBN. On peut imaginer par exemple des problématiques de pourcentage d'encre de lien, de choses comme ça. Comment, surtout sur les thématiques concurrentielles où on le sait, justement, les encres de lien ont tendance en termes de pourcentage à être un peu plus énervées que sur des thématiques plus classiques. Comment tu gères cet aspect risque de ton côté? En fait, c'est marrant. Il y a pas longtemps, je me suis dit, en fait, on n'est pas si énervé que ça parce qu'on a des taux d'encre optique qui sont assez élevés, c'est vrai, mais on a que des EMD. Donc au final, pour des EMD, on a des taux d'encre optique qui sont assez bas, tu vois. Ouais. Mais en vrai, l'aspect risque, on a souvent chaque boîte, elle a un peu ses règles en interne de c'est quoi le taux de risque qui s'autorise. Moi, souvent, je donnais un peu les trucs genre 5% d'ocre pure opti. Et j'essayais de mettre un bon 50% de non-opti. Et après, j'essayais de faire flotter un espèce de 50% de semi-opti. Moi, c'est mes encres préférées, les semi-opti un peu chelous. Donc, tu sais, je foutais un truc du genre ce site de casino et je mettais l'URL et je foutais tout ça en tant qu'encre, tu vois. Et du coup, ça te faisait un truc où je me dis que Google, il est un peu fucked up, il arrive dedans, genre, est-ce que je mets ça dans la case opti ou non opti ou semi-opti, tu vois. Et je réponds à plusieurs trucs. Donc, voilà. Comme je savais pas comment il réagissait, je me suis dit, il doit pas savoir comment il réagit non plus, il me met dans un espèce d'entre-tout et puis écoute, ça roule comme ça. Donc, Ok. Tiens, j'ai une niveau autre risque, question ouais, pour voilà. rebondir. Pour le risque, est-ce que c'est comme un éditeur classique sur ce type de site, tu as 80% des revenus qui viennent de 2 pages, par exemple, tu vois? Je te dirais pas qu'il y a 80% qui viennent de 2 pages, mais Parce que ça doit être un sacré risque aussi. Tu peux pas te permettre de linker ou de faire des tests sur des pages qui vont peut-être faire, tu vois, qui génèrent peut-être de 20, 30, 50 000 euros par mois, tu vois. Enfin, je sais pas. ouais. Ouais, Non, ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que ça bouge déjà. Donc, en fait, il y a des moments où ouais, t'as 2 pages qui génèrent 80% du CA, et il y a des moments où c'est pas le cas. Ou alors ça change de page, donc au final tu t'habitues à ça et c'est ok. Mais je te dirais que globalement c'est quand même plutôt diversifié, que t'as peut-être, je sais pas, ok, ça va alors. 10-15 pages, tu vois, qui payent quand même. Parce que moi, c'est vrai que j'ai jamais eu des sites, par exemple, où j'avais vraiment 80% des revenus qui venaient de 5 pages, quoi, tu vois. C'est jamais eu vraiment. Donc, ok. Ouais, franchement, bah, en général, moi, c'était pas mal diversifié, on va dire. Et du coup, en fait, t'as pas mal de. En gambling, en vrai, en SERP qui paye, je pense à ça, t'en as peut-être. Enfin, t'en as pas tant que ça, tu sais, t'en as. Qui payent beaucoup, t'en as 15. Et qui payent globalement, t'en as peut-être 50, 60, quoi. Donc, forcément, t'es assez limité, même si les sites, ils ont beaucoup de pages, etc., et que tu vas gratter un peu de sous à droite à gauche, ça reste quand même globalement assez limité. Donc, forcément, c'est toujours Ok. quelques requêtes qui te font le gros du CA, quoi. Mais ce qui est fou, c'est que tu arrives encore à en découvrir. Genre, t'en découvres tout le temps, quoi. Ça, c'est fou. Je pensais pas que c'était le cas. Et même si le marché a que, genre, tu vois, 50 pages, bah, il y a des nouvelles pages qui arrivent régulièrement. Genre, tu vas avoir, je sais pas, 5 pages en plus tous les ans, un truc comme ça. Et du coup, c'est assez fou parce que c'est sûrement le fait que le marché continue de croître encore alors qu'il est. Et le Covid a fait du bien, enfin, fait du bien sur la croissance en tout cas, quoi. Est-ce qu'il y a une tendance SEO aujourd'hui qui, selon toi, est complètement surcotée? Ou ne serait-ce que juste surcotée? Surcoté, une tendance SEO. En vrai, il y en a plein. Mais moi, par exemple, je trouve que les links entières, c'est pas forcément le truc le plus ouf qui est, quoi. Je suis pas enfin, en tout cas, moi, je pratique pas.
C'est vraiment pas un truc où j'ai tendance à faire des tier links parce que je me dis, quitte à avoir du budget, bah, autant tout foutre sur ton MS directement, quoi, par exemple. Et envoyer du trafic sur des backlinks, ce genre de truc. Ça, j'aimerais bien le faire, mais je pense que c'est difficile de dire surcoté parce qu'au prix que ça coûte, bon, tu vois, si tu le pousses à grande échelle et tout, ouais, pourquoi pas, c'est sûrement un peu surcoté. Mais si tu le fais juste genre à petite échelle, pour moi c'est comme ça coûte pas cher, ça va pas être surcoté, quoi. Mais je pense que ça peut être intéressant si tu déclenches Disco, si tu t'achètes du backlink Genius et que tu déclenches Disco en envoyant du traf chez eux. Ça c'est stylé, quoi. Je pense, ouais. Je sais plus, je crois que c'est VIP SEO, une connerie comme ça qui avait fait ça. Et je trouve que l'idée est bonne, et à déclencher Disco, je pense pas que Disco soit vraiment un vecteur d'améliorer la qualité du lien, mais je pense que si tu as beaucoup de traf qui arrive et qu'il y a des clics qui vont se perdre sur ton lien, bah là c'est vecteur d'améliorer la qualité de ton lien. Je pense qu'un lien cliqué est un bon lien. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu oui, penses attends, envoyer... juste un Vas-y, tout vas-y. petit truc, un truc qui est un peu surcoté, manip de CTR, les gens ils sont un petit peu trop friands dessus. Les résultats sont rarement aussi fous que ce que les gens espèrent. Et du coup, ça à la rigueur, c'est un truc sur lequel, comme j'ai longtemps été dans ce truc-là et que j'en ai fait pas mal, les gens sont un peu trop émerveillés sur le truc, et c'est rarement les effets qu'on attend, quoi. Donc un peu trop sur ton côté. Ok. Et est-ce que envoyer du trafic sur l'ensemble de tous tes backlinks, tu penses que ça fait une diff? Genre en boucle, le pop, ton site, tu poperais tout le réseau en boucle, tu vois. Ouais, bah moi j'aime bien faire ça en fait. J'aime bien envoyer du pop sur genre une grosse liste d'URL, et genre pas forcément une grosse quantité, mais juste une petite quantité histoire de faire vivre, quoi, tu vois. Ça favorise l'indexation, ça. J'ai l'impression que je dis ça les trucs d'un médicament, quoi. Justement, c'est thank you. Ça favorise l'indexation, c'est bon pour la santé. Non, Ok. ouais, je pense. En fait, j'aime bien faire ça. Je faisais ça que j'avais un site CBD aussi. J'ai envoyé du traf sur toutes les pages en continu, en aléatoire. Et il y a des pages qui tapaient pas top 100 et qui arrivaient d'un coup top 50. Et je me disais, ah, ça, j'avais oublié cette page. Tu vois, elle avait galéré à venir. Et en fait, là, d'un coup, le pop, ça l'a fait venir. Donc, je pense que ça fait jamais de mal d'envoyer du pop sur. Peut-être, je sais pas, c'est une liste de 200, 300, 500 URL un peu en random. Ouais, Ça fait toujours du bien, en quoi. soi, il n'y a pas de pénalité avec le pop, ça qui est bien. Bah, c'est Genre, ça, tu peux quoi, pas ouais. pénaliser un site. À C'est que du long terme, bonus. je pense que j'ai Oh, plusieurs ouais. personnes qui m'ont dit ça, et j'en ai. Ouais, mais moi au aussi, pire, j'ai tu vu. Moi, Ouais. Je veux dire, au pire, tu coupes, tu ouais, vois. mais Ouais, ton ouais. site, il a pris cher. Ah ouais? Moi, je sais le cas, ouais. Ok. Alors en fait, tu as quand même une quantité. Dis-toi, si c'est des Google Chrome et tout, ça te fait énormément de pages où ça fait les mecs qui arrivent et qui ferment la fenêtre instantanément. Enfin, c'est niveau. Ouais, c'est sûr. Mais tu vois, j'ai jamais eu de site pénalisé dans le sens où, tu vois, je découpe. Si je enlève le pop, je reviens, quoi. J'ai jamais eu de site qui est jamais revenu. Ça prend Donc, quelques semaines quand même, des fois. Tu sais, des fois, c'est un peu. Il a pris un peu le dur pendant quelques temps. Mais. Et ouais, sinon, des sites qui reviennent pas du tout. C'est difficile à dire. Peut-être des fois, c'est juste un mouvement. Tu sais, on a l'impression que c'est le pop qui a fait ça. Parce qu'en fait, c'est le dernier truc qu'on a utilisé. Et en fait, ça se trouve, c'est juste le random des SERP qui nous fait couler, quoi. Donc, ça, je saurais pas dire. Parce que là, en ce moment, par exemple, je vois pas mal de sites gambling qui ont pris des grands coups de pop et qui sont un peu dans les abysses en ce moment. Et je me dis, peut-être que c'est le pop, peut-être juste que c'est les aléas, parce qu'en fait, en vrai, il y a 3 ans, ils ont aussi pris des phases d'abysse et ils sont revenus et ils font des allers-retours, quoi. Donc, honnêtement, accuser le pop directement, je sais pas, peut-être, c'est possible. J'ai une question, j'espère que vous ne l'avez pas posée pendant que j'étais semi-AFK. C'est l'impact du branding sur. Et est-ce que tu vois des trucs comme ça, mais après, je sais pas si tu as bossé vraiment, enfin, si tu as eu des projets comme ça, mais où vraiment le nom de la marque ou le nom du site est vraiment recherché. Je te donne un exemple, mais je pense qu'il y a des gens, je te donne un très gros exemple, mais où tu vas aller chercher, par exemple, un avis sur un truc sportif, je sais pas, de la whey, tu as besoin de whey. Et en fait, tu sais qu'il y a le forum de, je sais pas qui, Rudy Koya, qui, je crois que c'est Superphysique, son forum. Et du coup, tu taperais par exemple avis whey Superphysique, tu vois, ou whey Superphysique, parce que tu chercherais ce genre de résultat. Ou alors tout simplement juste l'impact que ça aurait d'avoir énormément de recherches de Superphysique. Et du coup, Google peut vraiment se dire, OK, il y a un vrai travail global qui est fait pour cette marque, et donc je lui accorde un peu plus d'importance. Et je te dis ça parce que moi, c'est exactement ce sur quoi je suis en train de bosser actuellement. En gros, il y a
Alors, d'expérience, j'ai 2 points qui me font dire que c'est très important. Historiquement, j'y croyais pas, hein. Il y a 2 ans, tu m'aurais posé la question, j'étais plutôt, en mode ça n'existe pas. Il y a, Rémi Nestasio, qui est un ami, qui travaillait chez, Conforama, et qui était SEO chez Conforama et qui a toujours plaidé, qui m'a toujours dit: «Mec, le volume, brand, associé keyword, c'est important», tu vois? Et moi, j'étais toujours un peu en mode, «Ouais, bon, c'est bon, bullshit». Mais au final, récemment, on a eu des études US qui nous ont fait dire que, c'était le cas quand même. Et en fait, en y repensant de mes souvenirs Cdiscount, les volumes sur lesquels on avait le plus de volume associé à dossier, tu vois, genre tout ce qui était électroménager par exemple, on avait un volume de malade parce que Cdiscount a toujours été connu pour être bon sur l'électroménager. Et bah du coup, on avait forcément, on rankait 10 fois mieux sur l'électroménager que sur tout le reste. Après, en plus, c'était il y a longtemps, c'était il y a genre 5 ans, donc est-ce que c'était déjà si important que ça? Je sais pas, mais honnêtement, maintenant, j'ai l'impression que, tu vois, souvent les gens ils parlent de EAT en disant ouais, l'auteur, nan. Pour moi, le EAT, c'est plus ce Pour genre moi, de c'est pas truc-là que ça. l'auteur, Ouais. quoi. L'auteur, je pense que ça, Mais ça entre en jeu, mais je pense que c'est extrêmement minime contre juste le fait que ta brand soit cherchée. Enfin, ou le nom de ton Ouais, site. ouais, je pense aussi. dans le cas du gambling, t'en as un quand même qui est très brandé, et au final, est-ce qu'il marche grâce à ça? Tu vois, ce serait une question à se poser. Ouais, alors, je pense que je sais à qui tu penses, c'est Parce qu'au possible final, ils qu'il sont y ait pas un arrivés il y a effet. très très longtemps, ils sont Ouais, très très forts. Et est-ce que ouais. c'est ça qui a joué, tu vois? Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Pour avoir vu un peu, parce qu'en fait, je pense que les volumes sur lesquels ils le font sont pas assez élevés pour que ça soit impactant. Et je pense que les volumes sur lesquels tu dois le faire pour que ça soit impactant doivent être quand même assez élevés, tu vois. Ok. Potentiellement, s'ils prenaient peut-être 5000 clics par mois, ils prenaient peut-être 50 clics en branding. Donc au final, le 1%, c'est pas assez pour aller déclencher ça, quoi. Après, ça, c'est Mais mal s'ils avaient fait traqué, ça à hein. grande échelle, par contre, ça aurait été une autre échelle, quoi. Parce Ok. que, juste pour dire, moi, je le fais sur une marque où du coup, c'est assez grosse thématique. Site très récent, le site a genre 6 ou 8 mois maintenant. Euh, Beaucoup de YouTube ou d'incitation, en tout cas sur YouTube, à ce que les gens cherchent la marque. Beaucoup sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai regardé, je crois que sur les 28 derniers jours, il y a quand même 5000 recherches de la brand, donc en impression, Ah ouais. et ça représente 2000 clics. Parce que, bon, voilà. Je sais pas pourquoi ça représente pas le total, je me suis toujours posé la question, mais bref. Euh, et est-ce que, tu vois, c'est un truc récent, est-ce que pour autant, enfin, et moi j'ai l'impression que là, il y a des pages qui commencent à se positionner sur des requêtes assez énervées, alors que j'ai pas encore vraiment commencé le netlinking. Et alors que les Ouais, ça fait concurrents sens, sont hein. des trucs Enfin, monstrueux. Donc je pense tu vraiment, prends c'est abusé. tu prends 2000 clics, c'est déjà pas mal. Et potentiellement, si les gens ils kiffent ton site et qu'ils restent dessus, t'as les Ouais, bah métriques en plus, il utilisateurs qui sont à reste. Ouais, ouais. 200%. Ouais, Bah ouais, voilà, ouais. non mais En mec, plus, il reste. ça pour moi c'est un vecteur de malade. Le temps passé sur site, c'est le vecteur le plus puissant et le plus sous-coté en 2024. Parce qu'en fait, les SEO, ils savent pas faire du temps passé sur site. Parce que normal, nos sites, c'est des sites d'affi dégueu. Le but, c'est d'envoyer le gars le plus rapidement possible lors de notre site, parce que c'est là qu'on est payé. Mais au final, si tu arrives à stick les gens sur ton site et à les garder le plus longtemps possible, le vecteur, il est surpuissant. Et ça, Pour c'est moi, c'est dur, là hein. où vraiment tu arrives à un truc. Ça, Ouais, c'est c'est super dur. dur. Le meilleur truc pour ça, c'est de mettre une grosse vidéo au début que les gens vont regarder. Mais après, enfin, ça, c'est une façon de faire. Après, il y en a d'autres, mais celle-ci, c'est la plus simple, on va dire, à mettre en place, je pense. Mais ça demande quand même la barrière à l'entrée d'aller faire une vidéo, quoi. Et intéressante en plus. Parce que Ouais, moi, je ouais. trouve les trucs de vidéo automatiques qui te font un résumé de l'article, ça pue la défaite, hein. C'est nul la plupart du temps. C'est vraiment nul. Non, De c'est toute ça, il n'y a façon, pas d'intérêt, les quoi. trucs automatisés, généralement, ça pue la merde, hein, donc, Mm. Ouais. ok. On n'a pas question. Vas-y, posez une question. Allez, vas-y, je la pose. T'as pas mal parlé récemment des leaks Google. Mhm. Est-ce que t'as déjà vraiment fouillé dedans et tout ou pas? Et si oui, est-ce qu'il y a des choses qui, par exemple, auxquelles tu t'attendais pas et qui ressortent, ou des trucs vraiment, tu te dis, ça confirme ce que je pensais, et ainsi de suite? J'ai pas fouillé plus que lire, tu sais, une dizaine d'articles anglophones qui étaient déjà bien techniques, etc. Donc, je vais pas te mentir, j'ai pas, je suis, enfin,
si j'ai pris cette notoriété-là récemment, c'est parce que j'étais le premier à sortir une vidéo dessus, que la vidéo elle était pas trop dégueu et que le sujet était pas trop maltraité. Mais j'ai pas non plus farfouillé le sujet plus que de raison. Récemment, je l'ai refait pas mal quand même pour refaire une conf chez Learning Club. Mais au final, il y a plusieurs trucs qui m'ont fait tiquer un peu. Moi, le truc qui m'a qui m'a fait le plus triper, c'est le fait que le nombre de visites sur Chrome actuellement en simultané était un vecteur de ranking. Et ça, c'était vraiment genre la traduction de on a découvert le pop et il y a le leak qui indique que le pop c'est un vecteur quoi. Ça, c'était drôle quand même. Et sinon, il y a il y a quelques petits trucs à droite à gauche quoi. Tu vois, tout ce qui était sur le CTR, c'était intéressant, les clics internes, l'interactivité interne, etc. Donc il y a des choses qui sont venues renforcer certains points, on va dire, que j'avais en tête. Et est-ce qu'il y en a qui les ont démolis ouais, si, moi, il y a un peu tout le principe où tu vois qu'ils stockent vraiment le contenu le contenu d'index qu'ils ont chez Google dans des supports physiques différents. Et si tu as des supports physiques différents, c'est que tu as des supports logiciels et de software qui sont différents. Et donc, de se dire que ton site, il peut être indexé dans un truc qui va être très peu consulté ou dans un truc qui va être énormément consulté, ça te fait dire que il y a des barrières à franchir et bah je me dis si tu achètes du lien dans la mauvaise barrière, bah c'est pas cool. Si ton site il est dans le mauvais côté, bah c'est pas cool. Donc ouais, il y a des détails comme ça. Je pense que c'est plus des détails et du lore SEO et un peu des trucs qui m'ont fait kiffer de découvrir parce que j'aime ça. Mais au final, honnêtement, pas de trucs transcendants. Enfin, clairement quoi. Ça m'a fait plus réaliser les critères UX, honnêtement. Ah ouais, ok. Et du coup, toi, Ouais, chose que t'implémentes, ou en tout cas, par exemple, quand tu as des consultings et tout, et qu'on te demande un avis sur une page, tu vas réfléchir à un critère UX que tu pourrais rajouter. Ça peut être des trucs à la con, genre un quiz ou des trucs comme ça, tu vois. C'est un petit exemple, mais il y en a plein de façons de faire. Un truc qui est marrant, que j'ai dit plusieurs fois en consulting récemment, c'est horrible à dire en tant que consultant SEO, mais je leur ai dit vous achetez combien de pubs sur cette page, tu vois, parce que vos concurrents ils achètent 10 fois Ah plus ouais. que vous, donc là il va falloir Ah ouais. augmenter quoi. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de dire vous achetez combien de pubs en ce moment sur cette page, le gars il me dit ah zéro, on a coupé il y a un mois, je dis bon bah voilà, cherche pas ta perte de ranking, elle est ici, faut que Ouais. tu Ça, réactives c'est la pub ouf, parce par que contre. Parce que parce ma que ton soeur qui concurrent, fait il- de la pub, Ouais. et tu vois, quand elle fait pas de pub, elle est 7ème. Quand elle fait de la pub, elle est première. Ouais. Non mais c'est Au immédiat final, parce qu'en c'est fait du tu traf, fais quoi. C'est comme le pop, quoi. Ouais, Mais c'est juste, mais je- comme t'as des interactions, t'as du temps de visite, parce qu'au final, Ouais, elle est c'est quali, mieux la que le visite. pop, mais c'est Ouais. plus cher. Bah, pas vraiment, parce que tu vois, ma soeur, par exemple, elle met 4 € de budget par jour sur Facebook Ads, Ok. ça fait des ventes, et en même temps, ça fait monter en SEO, donc, tu vois. Ouais, Ah, c'est parce ouf. qu'en plus, quand tu parles de pub, c'est pub Facebook. Moi, je pensais que tu parlais de Ah non, non, moi je SEA. parle en pub, Facebook, moi. Elle met Non, 4-5 € par jour, et et instantanément, ça la pop première. trafic Donc, qualifié, hein, peu importe la source, ça fait Ouais, le c'est même vraiment job. ça, quoi. Je suis vraiment d'accord, et c'est vraiment que ce soit du Google Ads ou de la pub méta ou des trucs comme ça, c'est de la pub qualifiée et des gens qui restent sur ton site et qui ont des comportements et cachettes et tout, c'est surpuissant, quoi. et t'en as pas besoin de tant que ça, parce que si ta page en SEO, elle fait 100 clics par jour, t'en fais 30 depuis Facebook, c'est pas mal au final, hein. Mm. Donc, Ouais, clairement. Ouais. Arthur, vas-y. On n'a pas parlé d'optimisation technique. Quelle place ça prend, toi, pour toi, dans une stratégie SEO, le fait d'avoir un site qui performe, qui est au poil, enfin, tu vois. Le truc, c'est que le coût que tu vas avoir et l'effort que tu as à mettre en place pour avoir un site qui est au top techniquement, il est pas très élevé, quoi. En fait, tu sais, on en parle souvent en mode ouais, c'est un truc de ouf et tout, nanana. Mais bon, enfin, tu vois, si t'as claqué 200 000 € dans ton année en contenu en lien, tu peux bien avoir mis 5 000 € en opti technique et ça te suffit à avoir un site qui est au top, quoi, normalement. Donc, honnêtement, ouais, les sites ils sont au top, mais qu'ils soient au top ou pas, ça change pas grand chose. C'est intéressant pour l'UX, tu vois, encore une fois, ça fait rester plus longtemps, etc., etc. Mais c'est pas un vecteur qui est surpuissant et ouais. J'ai vu des sites qui sont passés de, tu vois, l'époque où en 2021-2022 où Google il annonce que justement il va faire rentrer les Core Web Vitals dans l'algo, etc. Ça, c'était un peu la première fois qu'on avait une info sur ce qu'allait se produire dans les mises à jour. Du coup, on avait tout maxé, on avait passé tous les sites, c'était à 60-70 en mode normal. Vous avez tous mis à 98. Ouais, ça n'a rien changé, quoi. Donc au final. Et dans le même genre, tu vois, ça c'était la théorie d'Anto, mais ça date d'il y a 2 ans. Est-ce que tu as remarqué qu'un site custom, un site hors WordPress, tu vois, performe potentiellement mieux qu'un site sur WordPress ou pas du tout? Ouais.
Si, ouais, je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que que WordPress c'est le pire et le meilleur CMS en SEO. C'est le meilleur parce qu'il est trop bien utilisé, que c'est trop confortable, c'est trop bien quoi. Tu vois, t'as tous tes plugins, etc. C'est comme conduire un monospace, mais enfin, il y a des fois où en fait passer sur des trucs qui sont pas des WordPress, c'est tellement, enfin, Shopify, ça indexe tellement bien. C'est un truc de C'est ouf les IP quoi. Shopify qui sont ouf. Tu Ah, vois. je sais pas, mais c'est. En fait, par exemple, tu vois, sur les plateformes publicitaires, que ce soit Meta et Google et tout, les IP sont whitelist. Donc en fait, Ok. t'as pas de vérif, t'as pas de modération quasiment. Ah, bah, Donc, ouais, tu vois, c'est voilà peut-être quoi. pareil sur Google. Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, Shopify, ça indexe trop bien. Et il y a beaucoup de gros sites, alors qu'il est, qui tournent sur des CMS custom. Après, ça pénalise pas, quoi, tu vois. Si t'as un WordPress, tu pourras très bien sortir des très beaux chiffres, tu pourras faire des très belles choses. Il y a des WordPress. Enfin, je crois qu'alors qu'il est, d'ailleurs, le top site en gambling FR, ça doit être un WordPress. Ouais, je réfléchis, c'est souvent des WordPress. En fait, c'est ce Donc, que en j'allais vrai, dire. c'est. Il y a Ouais, quand non, mais même l'un plein n'empêche pas d'exceptions, l'autre. parce que moi, il y a une niche Ouais. qui tournait, c'est une niche où tu peux faire à peu près en France 50 000 balles par mois. T'en as qui étaient là avec des trucs custom, mais t'as le top, le premier, qui en plus faisait de la SERP Domination, donc il y avait 1, 2 et 4, 5 en général. C'était du WordPress Elementor. Quand tu le passais dans les Core Web Vitals de tous ces sites, c'était à 30. Hein. Donc, Ouais, bah voilà. Comme quoi. et il écrabouillait tout le monde, tous ceux qui arrivaient, qui essayaient d'avoir tous leurs trucs, parce que moi, à un moment, mon site, il était justement à 70. Elementor aussi, je m'étais dit, j'enlève Elementor, je refonds, je fais un truc pour essayer d'atteindre 95 plus, je l'ai fait. Ça m'a pas aidé du tout et je me suis dit putain mais le concurrent il fait comment? C'est là que je suis allé regarder, tu sais, je me suis dit mais je crois que lui aussi c'est du Elementor. Je vois tout en rouge sur mobile, c'était à 30 et tout. Je me suis vraiment cassé la tête pour rien. J'aurais mieux fait d'aller regarder avant et me dire bon ça vient pas de là le problème que de me faire chier à faire toute une refonte pour au final à la fin me rendre compte que en fait le concurrent ça a pas l'air de l'empêcher et ça l'empêche pas de ranker avec plusieurs sites en plus. Parce que c'est pas comme si c'était de Ouais. la chance sur un site où tu te dis, Mm. bah savoir, il était là avant, il peut y avoir 36 000 raisons différentes. C'est juste que quand tu regardes qui fait de la SERP Domination, il a 3 sites, les 3 sont faits sur la même structure, le même truc et qui rankent. Il y a un moment où tu te dis, c'est bien beau d'avoir son CLS, je sais pas quoi en vert, mais ça n'a pas l'air de changer. LCP-CLS tout au vert. Voilà, ouais, c'est Ah ça. ouais, je suis d'accord. Honnêtement, c'est pas Et un du vecteur. C'est pas ce WordPress qui fait Elementor que. en plus. Enfin, tu vois, et Ouais, pas le ouais. WordPress Elementor au Poco, au petit, qui le fait monter à 100. Non, non, c'est le WordPress Elementor de base, quoi. C'est celui qui est bien lourd. Le WordPress Elementor mode tracteur, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Vas-y, Arthur. Est-ce que tu as des outils que tu recommandes, enfin, tu vois, un must-have, si tu as un ou plusieurs outils que tu utilises au quotidien et dont tu veux nous parler? Ouais, ça va être marrant comme situation, mais un deux pages, mec. Un deux pages.com de Amaury, pour moi, c'est l'outil, il est surpuissant. Il m'a La dit strat qu'il que avait j'ai mis avec, des en fait. features parce que c'est toi Ouais. qui les avais request. Hein. Ouais, je lui avais demandé et en plus j'étais pas très sympa parce que je lui ai demandé, je les ai pas utilisés tout de suite, mais là récemment en Indé, je les ai utilisés et je les trouve trop bien. Et ouais, enfin ce que je fais, c'est que je génère plein d'idées de contenu en fait. Parce que tu sais, j'ai toujours une théorie de il te faut beaucoup de contenu pour que ton site y performe, ce qui est assez cohérent. Avec ChatGPT, on a des milliers de contenus possibles, etc. Et du coup, ce que je fais, c'est que je génère plein d'idées de contenu et j'utilise son soft pour pour dédupliquer au niveau de la canib. Ce que ChatGPT sait très mal faire, quoi. Et là, du coup, tu dédupliques la canib direct avec Google et au final, t'as tes résultats, c'est trop bien. Enfin, moi, c'est vraiment là le dernier hack que j'ai, c'est vraiment un deux pages.com en mode super, enfin, c'est super basique, mais trop bien utilisé, je trouve. Et sinon, après, en tool, honnêtement, non, je suis plutôt, c'est pas que je suis anti-tool, hein, mais c'est juste que il y a aucun tool qui remplace un bon cerveau, quoi, tu vois. Et en fait, il y a aucun tool qui arrive à analyser la profondeur de l'algorithme Google. Donc, en fait, ils vont tous te donner des indications qui sont toutes un peu genre moyennes, quoi. Sauf sur le lien globalement où bon bah voilà, c'est des indicateurs, c'est des métriques et tu vas essayer de copier-coller et d'aller au même niveau, mais c'est plus une question de quantité là-dessus aussi. Donc au final, en vrai, pas, enfin tu vois, je suis pas un gros fan d'outils, je suis pas un gros utilisateur d'outils. Tu utilises quoi juste pour Ok. savoir, justement pour le tracking des liens et tout, t'es encore Team Majestic ou t'as autre chose?
Team Majestic parce que dans Ranker Fox c'est Majestic, mais sinon ça serait Ashref si j'avais. Ah, Si j'étais- vraiment le rat au max, hein, un vrai SEO celui-là. Alors que tu sois encore sur Ranker Fox, c'est honteux, je trouve. Ah, il faut bien. Non, en plus j'ai découvert Ranker Fox en passant tout seul parce qu'en gros avant j'avais toujours plein d'outils, de gros outils, etc. Tu vois. Et là Ouais, je suis bah ouais. passé tout seul et j'étais en mode genre Ouais, je vas-y, dis c'est ça, mais quoi les j'utilise options encore et Fox tout. aussi. Hein, Ouais, tu Ouais. Et tout le monde est sur Ranker Fox. Et là, j'ai encore parlé la semaine dernière à des éditeurs, genre un des top 3 plus gros affiliés, top 3, peut-être bien top 1 même, plus gros affiliés, non pas top 1, allez, top 3, finance, et ils me disaient, mec, j'en peux plus de payer SEMrush, c'est horrible, je passe sur Ranker Fox. Et vraiment, Ça économise 150 balles, hein. c'était plus cher que ça, parce que lui, Petites il y économies. avait toute une équipe et tout ça, et en fait, tu devais payer plus cher à chaque site, etc. Ah ouais, Et en bon, fait, ça, c'est sûr. il était là, genre, j'ai que la moitié des features, tu vois, et je paye déjà genre 500 € par mois. Et il disait, putain, mais c'est vraiment de la dope, quoi, tu vois. Donc, J'avoue que les il voulait tools une se version un gavent peu quand même plus- bien, hein. En tout cas, les SEMrush, les Majestic, Ahref. Ouais, avant, c'était pas si cher que ça, quand même. Non, mais là c'est devenu n'importe quoi. Ahref, moi, je suis encore sur le Legacy plan, donc du coup, j'ai la moitié des features qui sont pas là, mais pour ce que je fais, c'est largement, enfin, c'est très bien. Mais on a un pote en commun qui, lui aussi, avait un Legacy. Il a commencé à taper un peu plus souvent. Tu sais, il avait automatisé vite fait 2-3 trucs, mais t'as des crédits. Ouais. Donc il tapait dans ses crédits, sauf que, bah, en fait, ça leur convenait pas, ils ont fait sauter son compte. Ouais, Alors ils c'est ont cut le plan, ouais, ils ont ça cut m'étonne le pas. plan, tu vois? Moi, je me dis: «J'ai mes crédits aussi», mais en fait, limite, il y a des moments, j'ose pas les utiliser en me disant: «Imagine, ils font sauter le plan». Enfin, c'est honteux au bout d'un moment, c'est Si tu utilises 100% de ton abo, ils vont te cut, hein, mec, ils gardent non, que mais les c'est vaches à ça. lait, tu sais. Ouais, non, mais exactement, exactement. Ouais, non, c'est vraiment c'est un peu relou. Ouais. Non, sinon, Ahref, je trouve que c'est le meilleur outil d'un point de vue UX, UI, de qualité de data, etc. Je suis gros fan d'Ahref, quoi. Bah, en C'est fait, l'outil que j'ai le préféré utiliser. ouais, l'outil est vraiment super cool et l'avantage, je trouve, c'est que c'est un peu un tout en un qui est plutôt bon sur tout. Ils sont à peu près Ouais. bons sur les liens. Niveau la recherche des mots-clés, ils sont très bons, même si leurs data sont vraiment pas les mêmes. Je trouve que SEMrush, t'as quand même des différences, donc faut naviguer. Mais bon, moi, utilisant que celui-là, je regarde avec ça et voilà, ça me va bien. Puis Ouais. en plus, ils ont les datas du monde entier, tout ça, c'est cool. Ils ont même les datas pour YouTube, enfin, ils ont les datas pour tout. Mm. Donc, Non, ouais, c'est franchement, vraiment vraiment cool. cool. Ouais. Mm. Anto, t'as des questions? Je me Non. rends pas compte à combien de Vas-y. temps on est du podcast parce que j'ai pas le bon timer, moi. 1h38 là. 1h38. Donc, moi, je voulais un petit peu te parler. Là, on arrive sur la fin du podcast doucement. Léo, tu as quand même fait une transition. Donc, on l'a vu dans ce podcast. Hein, tu as bossé sur des marchés très concurrentiels. Tu as été in-house dans des boîtes, dans des grosses boîtes du secteur, etc. Ensuite, tu as fait une transition. Il me semble, vers l'édition de site, qui a pas duré très longtemps parce que, enfin, peut-être que je me plante quand je dis ça. Et là, là aujourd'hui, tu es consultant SEO. Ouais. C'est ton activité principale. Moi, je voulais savoir justement quelle a été, tu vois, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de finalement pas partir sur l'édition en perso, Mhm. mais plus de vendre ton temps et d'accompagner tes clients. Mhm. Voilà, je voulais en savoir plus là-dessus. Bah, franchement, super simple. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé. Donc, j'avais déjà un petit site qui tournait depuis genre, enfin, pas grand chose, tu vois, genre 2 mois, 3 mois, quand je me suis fait, quand je suis passé indépendant, on va dire, pour pas dire je me suis fait cut. Du coup, en gros, je parle sur le, je parle sur le marché que j'avais ça parce que j'ai des affinités avec le produit, on va dire. Donc, C'est donc je joliment fais dit. mon. Ouais, je cherche ma manière de le dire de manière soft. Donc, je fais mon affi tranquillement, etc. Tu vois, et j'essaie de grossir progressivement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en février, mars, je réfléchis les mois, ouais, mars. En gros, février-mars, t'as une mage. Bon, moi, je partais avec un truc très basique. Je savais très bien quelle serpe je voulais, je savais très bien comment est-ce que je l'attaquais, etc. Et j'arrive en février-mars, il y a des mages qui font que je vois que le marché est en train de changer, en gros, tu vois, légèrement. Et je sais ce qui se passe quand un marché il change. On l'a vu avec Amazon. Avant, tu pouvais rentrer avec de la FI. Tu peux plus rentrer avec de la FI sur des EM des produits. Donc, quand j'ai vu que la FI est en train de se faire gicler et qu'en fait on avait du e-com qui arrivait en masse, je me suis dit honnêtement ça va être chaud pour le long terme, tu vois. Genre le marché est pas un marché en croissance, le marché global est pas un marché en croissance, la FI SEO du est pas un marché en croissance, ça reste un très bon marché, etc. Les chiffres qui étaient annoncés, donc tu sais, je voyais il y avait comment il s'appelait,
qui annonçait ses chiffres quelques fois, et donc il annonçait il est entre 20 000 et 30 000 euros de com en affi, ce qui est très bien, hein, c'est des très belles com, etc. Mais tu vois, c'est un peu chiant de se dire genre c'était le deuxième ou troisième plus gros acteur à ce moment-là, que le deuxième ou troisième plus gros acteur du marché, il est à 25 000, ça veut dire que le marché global, il doit être, tu sais, tu peux difficilement faire plus de 50 000, ce qui est extra. Mais en gros, il y avait quand même besoin. J'arrivais 3 ans après tout le monde, donc j'avais besoin de mettre les bouchées doubles pour un marché qui allait valoir ça, qui était en déclin, etc. Et de l'autre côté, ce qui se passait, c'est que comme j'avais tweeté toute ma vie, j'avais une notoriété de SEO compétitif sur Twitter. Et en fait, j'aime bien l'humain. Et du coup, que j'ai dit ah ouais, tiens, je ferais bien du consulting. Il y a des gens qui m'ont dit ah ouais, vas-y, moi j'ai envie de te donner de l'argent pour que tu me donnes des conseils. Donc en fait, ça a été beaucoup plus facile d'un côté que de l'autre. Et je voyais un avenir potentiel beaucoup plus radieux d'un côté que de l'autre. Et à l'heure qu'il est, je regrette pas mon choix, honnêtement. Et je suis vraiment content d'avoir fait ce choix-là. Et je suis vraiment content de partir du côté conseil, agence, consulting, parce que c'est un milieu que j'aime bien, dans le sens où, en gros, les deux gros problèmes de modèle agence consulting, c'est que tu dois gérer des clients et tu dois gérer potentiellement des gens dans ton équipe. Et moi, c'est deux trucs que j'aime bien faire. Donc au final, c'est pas du tout un problème, et ça me donne un edge comparé à la moyenne des SEO qui détestent et les clients et manager des gens. Donc au final, je me dis écoute, je pense que c'est un bon choix. J'ai bien kiffé faire ça. Ça m'envoie dans une bonne direction. Ça me donne un bon avantage compétitif. C'est un peu dommage parce qu'en fait, j'ai un bagage de SEO que j'applique que 10% sur chacun de mes clients. Tu sais, je suis là, genre, bon, écoute, ouais, voilà, on va faire une page, on va mettre du lien, et puis ça va ranker tout seul, et puis voilà. Mais bon, écoute, vaut mieux appliquer que 10% d'un gros bagage. Le jour où j'aurai un gros client, encore un gros besoin, ça sera intéressant. Et j'en ai d'ailleurs, et j'ai pu en signer qui étaient issus des milieux que je connaissais, qui m'ont donné une crédibilité et qui m'ont permis de me pricer un peu plus élevé que la moyenne, quoi. Donc, au final, l'un dans l'autre, je pense que j'ai fait le bon choix, et c'est un choix que j'ai kiffé faire en tout cas. Donc, voilà. Grosso modo, pour t'expliquer le choix de l'édition VS consulting. Ok, trop bien. Et tu t'es lancé sur YouTube. On peut difficilement ne pas en parler. On mettra bien sûr ta chaîne en description. On a fait une petite conférence d'ailleurs tous les deux. Tu m'as gentiment invité sur Lyon pour parler de SEO sur YouTube. C'était très cool. Qu'est-ce que t'en tires pour le moment? Est-ce que ça aussi pour toi c'était un bon move? Est-ce que YouTube ça te plaît? Est-ce que tu recommandes aux gens qui écoutent le Wizards Podcast de se lancer sur YouTube? Alors déjà, une toute petite aparté, c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, j'ai signé une presta accompagnement YouTube parce que le gars a vu notre conf. Du coup, cool. Ouais, j'étais un peu en mode genre cool, que tu vois, c'est sympa. Donc voilà. Et YouTube, ouais, meilleur move de l'année, hein, honnêtement, égalité avec le consulting surpuissant. La quantité de leads qui arrivent de la part de YouTube, elle est énorme. La qualité des leads de gens qui arrivent de YouTube, elle est énorme. C'est surpuissant, c'est trop bien. Enfin, franchement, c'était vraiment agréable. En fait, j'étais déjà un peu familiarisé avec la plateforme parce que j'ai eu des boîtes dans lesquelles je suis passé qui avaient travaillé un peu sur YouTube, et parce que j'avais commencé à faire de l'affi YouTube justement aussi avant d'arrêter tout ça, et du coup j'avais déjà un peu la familiarité de la technique, des trucs, du matériel, etc. J'ai toujours bien aimé me mettre en image en fait, etc. Tu vois, j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien être ici, me présenter. J'ai fait 10 ans de théâtre, etc. Et donc en fait, arriver sur YouTube, ça faisait sens de ouf. Et en fait là, pour une fois, j'avais plus de je pouvais tout dire. Et tu sais, depuis le début, on le voit, la première chose qu'on disait, c'est Anto, il m'a lessivé les infos parce que j'avais trop envie de parler, de partager. Et du coup, au moment où on m'a dit grosso modo, vas-y Léo, t'as plus personne qui te retient de partager quoi que ce soit, je pouvais dire tout ce que je voulais, et c'était super cool, quoi. Chose qui était pas trop possible avant. Il y a plein de fois où je me suis fait taper les doigts parce que je disais des choses sur Twitter ou que j'aurais pas dû dire. Et du coup, là, le fait de pouvoir dire tout ce que je voulais sur YouTube, c'était vraiment agréable. Et c'est ce que je fais maintenant, et c'est trop bien, quoi. Et ça me permet de rencontrer plein de monde, enfin, franchement, c'est que des putains de bons points, quoi. C'est trop bien. Et je noterais que ce que je trouve cool, c'est que tu as lancé en mode, c'est un peu ce qu'on, pareil, nous dans la Wizard Academy, ceux à qui on conseille de lancer sur YouTube, on leur dit lancez-vous. En gros, le premier gros step, c'est juste de se lancer. Que tu aies le bon micro, que tu aies la bonne caméra, le bon truc, en fait, on s'en fout. Et tu as commencé avec un micro claqué, par exemple. Pour autant, J'avais pas de micro, hein. C'était Ouais, le voilà. PC, mec. Hein. C'était Voilà, vraiment, c'était le micro du j'étais... PC. En fait, Ouais. tu t'es pas posé la question, tu as lancé et tu te professionnalises petit à petit. Il y a un podcast, par exemple, et je trouve ça assez cool de le regarder dans une autre thématique très loin qui s'appelle le 0RIR Podcast, qui est un podcast de musculation, quoi, en gros. Et en fait, c'est deux frères, ils ont commencé à faire du podcast. Et ils ont commencé, franchement, c'était à l'arrache. Et là, petit à petit, tu regardes leur premier podcast, ils avaient pas de micro, ils avaient pas de lumière, ils avaient rien.
Et en fait, ils font un espèce de build-in public de leur podcast, mais sans forcément le faire exprès. Et maintenant, ils ont la table de mixage, les micros, un fond, des lumières, des trucs et tout. Mais c'est juste, il a fallu 15 podcasts avant que ça soit comme ça. Alors, je vais juste préciser un truc là-dessus, parce que je pense qu'il y en a qui confondent build-in public et contenu de merde qui sert à rien, Ah oui. où il y a juste marqué build-in public, parce Ouais. que là, j'en vois passer régulièrement. Les gars, quand vous faites un build-in public, Oui, il faut qu'il y ait de la valeur. assurez-vous de transmettre de la valeur, Ouais, bordel. bien sûr. Ah oui, non, Moi, mais c'est un délire. Là, il y en a certains que je vois lancer des build-in publics sur le marché francophone. C'est complètement vide de valeur. On s'en branle de ce que vous faites de votre journée. Il faut qu'il y ait de la valeur. Non, mais c'est une réalité, c'est une dure réalité. Et ce que dit Franck, c'est complètement vrai. Mais dès le départ, partager de la valeur, en fait. Et c'est ce qui fait la différence entre une chaîne qui fonctionne et une chaîne qui ne fonctionne pas, tout simplement. Et même si au départ, par exemple, c'était ton cas, Léo, toi, t'as balancé de la valeur de manière très brute, mais il y avait de la valeur. Donc ta chaîne, elle a cette croissance-là. Là, les deux frères dont tu parles, ça doit être le cas aussi. bah ouais. Mais Les deux sont des coachs, les deux entraînent des bodybuilders et tout. Bah, les deux ont des tonnes de trucs à raconter. Donc ils avaient beau avoir un micro de merde, les gens venaient quand même chercher l'info. Vaut mieux avoir un micro de merde et donner de la bonne info que donner de la bonne info que donner de l'info de merde avec un setup parfait et des néons derrière, tu vois. C'est vraiment mais en effet, Ouais, je suis d'accord. Et après, je pense que j'ai eu la chance aussi d'arriver sur YouTube à un moment où c'est pas forcément très compétitif. Enfin, tu vas parler de SEO sur YouTube début 2024, voire même encore maintenant. Enfin, il y a personne. Tu vois, grosso modo, il y a vous, il y a Romain, il y a des chaînes qui sont décentes. Il y en a très peu. Il y en a de plus en et plus, du coup, en fait, cependant. Il y en a de plus en plus. Voilà, il y en a c'est en plein croissance qui quand sont même. lancés récemment. Ouais. Et il y a un truc où il y a tellement de gens qui sont fans de SEO et qui ont envie de bouffer du contenu SEO. Il n'y a pas tant que ça de contenu SEO. Donc, en fait, tout le contenu que tu envoies, boum, il est surconsommé instantanément. Et la valeur de chaque gens qui te regardent sur YouTube, elle est quand même assez forte. Et du coup, il y a quand même un côté où si tu as une audience sur YouTube qui est faite sur du B2B, SEO, etc., bah, en fait, tu t'arriveras à t'en sortir, à trouver un truc à faire avec ces gens-là, quoi, tu vois. Ça peut être leur vendre une presta, ça peut être leur vendre du lien, ça peut être leur vendre une format, peu importe. Mais en fait, t'es dans un milieu où les gens ils cherchent à gagner de l'argent sur Internet et ils ont besoin d'aide pour le faire. Et donc, le fait d'être sur Mais YouTube, t'es aussi dans un milieu où les gens sont des turbo-rats quand même. On va pas se le cacher. Sur cette thématique SEO là, en tout cas, les SEO sont des rats. On est nous-mêmes des rats. La preuve, tu es en train de nous expliquer que tu utiliseras encore Fox, toi aussi. Non, mais il y a aussi beaucoup ce truc où les gens, et quand je dis rats, c'est pas nécessairement que dans le mauvais sens du terme, c'est que c'est des filous. Et ils vont chercher à accéder à quand tu fais du SEO, tu veux du trafic gratuit déjà. Ouais, en partant de là, t'es un rat. Non, mais ouais, exactement c'est que tu veux ça. pas payer. Donc, sinon, tu fais de l'ad. Donc, ce qui veut pas dire que c'est un mauvais marché. Je te rejoins. Il y a plein de gens qui sont prêts à payer de la presta et tout. Le but, c'est pas de dire qu'il n'y a pas d'argent, loin de là, mais il y a quand même ce truc où, contrairement à un autre marché, typiquement, je pense le paid ads. Je pense que si tu fais du contenu sur le paid ads, comme le dit Anto, par essence, t'as un truc où le gars il est là parce qu'il veut acheter du trafic de la meilleure façon, donc il y a déjà une notion d'achat. Il y a déjà de l'argent dans la main, essence, quoi. voilà. C'est pas un gars à qui on a promis de se lancer pour seulement 1 heure par jour et sans mettre 1 euro, etc. C'est sûr que l'audience SEO, Make Money SEO, etc., elle est un peu plus cheap que pour moi, mais ça dépend toujours de quel angle tu prends avec du SEO, parce que je pense à ça quand je fais et d'ailleurs, il faut que je me mette à le faire plus, mais quand je fais des vidéos du genre comment aller ranker sur meilleur casino en ligne, forcément, en fait, l'audience que tu vas avoir, c'est pas la même, quoi. Et donc là, elle a plus de billes à mettre, etc., et elle est plus investie. Quand tu veux apprendre à des gens à gagner genre 1 000 euros par mois, c'est sûr que tu as des gens qui gagnent pas 1 000 euros par mois alors qu'il est, donc forcément l'audience que tu as elle est moins bonne, quoi. Mais juste pour moi, c'est aussi quand vous dites une histoire d'audience, c'est aussi une histoire de mentalité et des gens, parce que pour moi, les SEO, c'est pas que des gens qui sont des rats, c'est plutôt des gens qui acceptent de la reward différée. Là où des gens qui veulent faire de la publicité, ils veulent un résultat direct. C'est tu vas dépenser 1 et tu espères en tirer au moins 1,5 par exemple, ou 2, qu'importe. Là où le SEO, et c'est pour ça que c'est plus dur à comprendre aussi, c'est que tu vas investir 1 et tu vas peut-être gagner 2 ou 3, mais dans 6 mois. Donc et je pense qu'elle est aussi là, la différence du public et la différence de capacité d'investissement et tous ces trucs-là. Je pense que c'est des mentalités différentes.
Ouais, genre que comme t'as moins d'urgence dans le SEO, forcément, les gens ils sont moins prêts à mettre la CB et à payer pour un truc Ouais, directement, quoi. ouais. Et après, mais parce que, en gros, je veux pas qu'on dévalorise les SEO dans le sens où c'est parce que nous, on est dans notre microcosme de SEO et qu'on a un peu cette impression et tout. Mais l'inverse, par exemple, du monde de la ads, c'est tous ceux qui vont débarquer et dire moi, je veux faire du dropshipping en ads. Et en fait, au bout de 2 mois, ils sont plus là parce que ça a pas gagné des sous instantanément et hop, ils ont Mhm. disparu. Tu vois, enfin, Mais c'est. t'as des gens sur le long terme en fait, ça c'est l'avantage aussi quoi. Ouais, voilà. Les gens qui sont là en SEO, ils sont là sur le long terme et ils aiment ça et c'est des mecs, les gens en SEO, ils sont passionnés de ouf quoi. Et c'est trop bien Moi, en je fait, c'est suis trop agréable de assez travailler et de impressionné. collaborer avec des gens comme ça quoi. Ah, mais c'est ouf. Nous, quand on sort le podcast, dans la journée, enfin, ou non, mais c'est vrai. Dans C'est l'heure. dans les minutes, déjà, tu as déjà 20 ou 30 personnes qui commencent à regarder la vidéo au moment où ça pop. Et dans la journée, tu as à peu près, quand tu prends les plateformes, tu as à peu près 1000 personnes. Et tu sais que dans la semaine, tu as 3000 personnes qui ont écouté ton podcast Mhm. et qui doivent être quasi toujours les mêmes. Enfin, je pense qu'on a un noyau dur d'au Mhm. moins 1500 personnes qui regardent le podcast. Et enfin, c'est assez impressionnant, je trouve. Ah, Parce c'est que ça, qu'on t'as est vraiment sur une des attache et podcasts t'as un long techniques terme et longs. Ouais, exactement, ouais. ça C'est change ça. et ça change pas de, tu sais, ça change pas de business etc. On parle de SEO, on parle tout le temps de SEO. Donc les gens ils sont pas là juste pour gagner de l'argent, ils sont là parce qu'ils aiment le SEO au final. Enfin, tu sais, si enfin, les gens qui vous écoutent H24, ils cherchent à gagner de l'argent sur Internet parce que tout le monde cherche à gagner de l'argent et que nous ça se passe sur Internet, mais ils sont ici parce qu'ils aiment le SEO et parce qu'ils aiment ce média et parce qu'ils vous aiment vous. Enfin, tu vois, c'est quand même un truc global qui est cool comme ça. Ouais, clairement. Est-ce qu'il vous reste des questions, les gars? Non. Non. Eh ben, je vais te poser la dernière dans ce cas, Léo. Quelle question on ne te pose jamais ou est-ce qu'on ne t'a pas posé là aujourd'hui, mais à laquelle tu aimerais répondre? Ah ouais, c'est une bonne question ça. Euh, je pense que la mentalité qui fait gagner une boîte d'édition ou des gens en éditeur hein, en général, c'est le fait de ship le plus possible. Genre, c'est la quantité de choses que tu vas mettre en ligne qui va être en corrélation avec ta victoire, tu vois, globalement. Et ça se ressent dans les boîtes d'édition, mais ça se ressent genre dans tous les domaines. Je pense que c'est vraiment que si à l'heure qu'il est, tu avais une corrélation, tu as envie de gagner au jeu du business et au jeu de la vie en général, hein, fais plus, tu vois. Produis plus, ship plus, mets plus en ligne. Et ensuite, deuxième étape, on se concentrera sur la qualité. Mais la qualité, elle viendra de manière assez inhérente quand tu auras produit énormément de quantité parce qu'il y a un moment où ça te fait chier de produire de la merde. Tu as envie de faire mieux et donc tu produis mieux, etc. Du coup, ouais, à la rigueur, c'est pas vraiment une question, mais une recommandation globale, je dirais, c'est ship plus en général. Faites plus, quoi. Produisez plus et mettez plus en ligne, quoi. Charbonné, quoi. Ouais. Et même Putain, j'ai pas. une autre Enfin, question. Bah tiens, vas-y, finis. Bah, Ok. c'est même pas vraiment charbonné. Ah bah genre putain, on passer y du va temps- ensemble à chaque Ah, fois. désolé. Vas-y, je te laisse finir. C'est même pas vraiment charbonné, genre passer du temps dessus, etc. Tu vois, c'est charbonné, genre mettez des choses en ligne. Genre faut que ça soit public, etc. Tu vois, le temps que tu passes à faire quelque chose, on s'en fout. L'important c'est le nombre de choses qui apparaissent en ligne que tu as produit, quoi. Et alors, est-ce qu'avec vous trois, hein, est-ce qu'avec le temps, il y a moins cette envie de charbonnage? Moi, c'est une question que je me pose. Moi, c'est revenu récemment. Enfin, moi, c'est des va et des viens. Mais Ok. Pareil. en fait, à chaque fois que je découvre un nouveau domaine, j'ai envie de le recharbonner. Et récemment, j'en ai découvert beaucoup. Et dès que j'ai quelqu'un qui me dit, bah, si tu réussis pas, c'est juste que tu charbonnes pas assez. Genre là, je me dis, ah ouais, je suis vraiment un feignant et ça me donne envie de charbonner. Ok. Moi, je pense que je suis à un stade de ma vie où je sais pas si par essence ça se dit, mais en gros, je suis à un stade de ma vie où globalement, c'est quand on est arrivé sur Malte, par exemple, on n'a pas connu de week-end et on était très à l'aise avec ça, on s'est régalé, mais c'était vraiment le pur charbon et ça a duré plusieurs mois comme ça où vraiment c'était intense et il y avait rien d'autre que ça. Et je pense qu'une période de charbon comme celle-ci, je pense pas qu'en tout cas dans les 10 ou 15 prochaines années, c'est quelque chose que je vais revivre parce que j'en suis pas à ce stade-là de ma vie. J'en suis plus à ce stade-là de ma vie et que j'ai plus autant de temps à investir dans le travail, en gros. Et qu'aujourd'hui, j'ai aussi d'autres priorités qui sont là. Mais je rejoins complètement Léo et Franck. Moi, c'est clairement par vague. Hein. De toute façon, on en a déjà beaucoup parlé sur le podcast, mais j'ai des phases où je suis... et les phases peuvent arriver et partir très vite. Hein. J'ai des phases où je suis très motivé, des phases où je le suis beaucoup moins. Et voilà, ça oscille. Ok. Et toi, Anto ?
Bah, j'aimerais bien retrouver vraiment la niaque de ouf. Mais je pense que faut faire Mais le deuil, tu- hein, c'est comme ça. Ouais, vous êtes. Non, mais je pense que on vit tous avec nos copines, non? Genre, il y a Ouais. un, je pense qu'il y a un vecteur, genre on est heureux, tu sais, on a installé, Tu on a penses notre qu'il faut qu'on copine. largue nos meufs, Léo, c'est ça? Non, je pense pas que ce soit souhaitable. Mais il y a plein de fois où je me dis, si je me retrouvais, tu sais, si ma copine elle me lâchait et que je me retrouvais genre dos au mur et que j'allais en coloc avec des gens qui passent leur vie à charbonner, bah je repasserais ma vie à charbonner, ce serait le bout de ma J'avoue, vie, ça quoi, au c'est final. vrai que En c'est vrai. vrai qu'il y a Ouais, c'est quand même vrai, au ça final. aussi. Ouais. Bon, on se met en coloc, c'est parti. Ouais, il y a de ça. Bon, eh bien les gars, merci Léo pour ta Merci, présence ouais. sur le podcast, Merci c'est à cool. vous. C'était un plaisir de discuter de tout ça. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, on mettra la chaîne YouTube de Léo en description et n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Merci à vous tous d'avoir suivi le podcast jusqu'à maintenant. N'hésitez pas, comme d'habitude, les petites étoiles sur les plateformes d'écoute, le petit like, le petit abonnement, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Ciao. Salut. Ciao.